Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu ce soir. Comme vous pouvez voir, on est pile poil à l'heure, 7h30, comme d'habitude. Merci à Datadog de nous recevoir. Tout le monde connaît Datadog ici? Bon, je vais quand même laisser Benjamin faire une presse après. Donc ce soir, on a deux talks. On a un sur les piliers de l'observabilité appliqués au serverless. Donc on aura Steve et Pierre qui nous parleront de ça. Benjamin. Ah oui, c'est okay. Benjamin est le remplaçant de Pierre. Et Steve. Et ensuite, on parlera de Kiali avec Laurent Grangeot qui est là. Quelqu'un connaît Kiali? Non. Est-ce que vous connaissez Elestir? Estir? Non. Bon, vous allez découvrir avec Laurent de toute façon. Je vais laisser la parole à Benjamin et Steve. Merci. Ok, donc on va commencer. Juste petit détail technique. Donc voilà, là c'est le code Datadog. Les éléments qui vont vous être très utiles cette soirée avant d'apprendre plein de choses. Les toilettes sont au fond à droite là-bas. Et ici, comme vous avez pu le deviner, c'est la cuisine. Donc les snacks, les boissons, le frigo, tout ça sera disponible. Et vous aurez le temps d'en profiter aussi après toutes ces discussions. Je laisse la main à Steve pour lancer le talk. Yes, merci. Du coup, merci à Datadog déjà de nous recevoir avec le super buffet qui est camouflé là-bas aussi, qui est un grand merci. Un grand merci aussi au Meetup Serverless. Il y a aussi Docker et Kubernetes, c'est ça, qui ont relayé, et AWS aussi, qui ont relayé l'information du talk. Donc, merci. Merci aussi à vous d'être venus. Demain, c'est un jour férié, donc ça vous a demandé beaucoup, à mon avis, pour venir ce soir et parler un peu de geek. Donc, merci beaucoup. Du coup, moi, mon talk aujourd'hui, c'est sur l'observabilité et le serverless. Et du coup, comme tout bon démarrage, moi, je vous présente aussi Ypon. On présentera Datadog tout à l'heure. Donc, Ypon, pour ceux qui ne connaissent pas, on a un cabinet de conseil et d'expertise sur de nombreux domaines, que ce soit le développement de logiciels innovants, le cloud, la data. Et généralement, on aime bien faire les trois, les mêler et faire une super solution derrière. Donc, en gros, on est à peu près 360 dans le monde, présents sur 5 continents. Aujourd'hui, si vous avez vu, je fais le Tour de France serverless. C'est parce que je fais le Tour de France des agences Ypon. Donc, on en a 7. Je ne vais pas toutes vous les dire, mais on est dans les grandes villes. Et on marche bien. Ça fait 16 ans qu'on existe. Ypon, ça vient de notre fondateur qui faisait du judo. Donc, voilà, on aime bien le judo. Et pour ceux qui connaissent le judo, Ypon. La super blague. Il y a un petit lag en plus. À mon tour de me présenter, donc moi je suis Cloud Architect. J'ai quelques certifications AWS, je m'en suis amusé l'année dernière. Je suis aussi Global Tech Leader chez Ypon, donc je gère tout ce qui est communauté DevOps and Cloud worldwide. Donc je proche un peu la bonne parole et tout ce qui est un peu stratégie technique aussi pour la suite, vu qu'on est une boîte d'expertise, on se doit d'être à la veille technologie. Sur mon passe-temps, je suis contributeur de Gipster. Alors qui est-ce qui connaît Gipster ici? Comme ça, j'aime bien faire le petit sondage. C'est bien. Bravo. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un super outil de scaffolding qui permet en gros en 5 minutes de générer votre application Java monolith ou microservice from scratch et production ready. Donc à essayer si vous voulez. Je suis aussi le créateur de Dswag. Dswag, en fait, c'est comme Gipster, mais la version serverless. Donc pareil. Pour le moment, il n'y a pas de release. Ça sera septembre, mais il est en cours de développement. Et c'est un projet open source pour vous générer une application serverless, production ready, from scratch, avec plein de petits choix, plein de cloud providers, etc. J'aime bien les licornes, enfin c'est un peu l'icône favori dès qu'on parle de serverless. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. J'ai fait pas mal de publications. La dernière, c'est un livre blanc qui est disponible ici. Il y a encore du stock si vous en voulez. Il est aussi disponible en PDF. Où je parle justement de serverless, d'observabilité, de sécurité, des bonnes pratiques de dev, etc. Donc, n'hésitez pas à le lire. J'ai fait aussi quelques articles de blog. Voilà, n'hésitez pas à aller sur le blog Ypon pour voir si ça vous intéresse. Je fais un tour de France. Donc, s'il y en a qui vont dans différentes villes, là, aujourd'hui, je parle d'observabilité. Je parle aussi de l'écosystème serverless et de sécurité vers fin juin à Lille. Donc, voilà. Bon, bien sûr, la photo n'est pas contractuelle. Hein. Vous verrez que c'est pas forcément. Je suis pas encore affûté pour faire mon tour de France en vélo, mais bon, un jour peut-être. Ok, donc moi c'est Benjamin. Magnifique photo qui a été prise il y a 30 minutes sur ma webcam.
Voilà, exactement. Donc, c'est authentique. Donc, moi, je travaille à Datadog depuis 5 ans maintenant et je travaille sur le produit d'APM. Donc, vous savez, si je dis APM, est-ce que ça parle à des gens ici? C'est pas mal, c'est pas mal. Et ben, pour les autres, ça tombe bien, on va en parler. Donc, voilà, vous allez bientôt voir qu'est-ce qui fait mon quotidien. Donc, voilà, donc tout ce qui est distributed tracing. Et moi, je travaille donc sur la partie back-end du produit. Et voilà, il y aura un peu d'APM dans la présentation. Moi, je n'ai pas spécialement d'expertise ici. On me connaît juste pour mes mauvaises blagues à Datadog et ma consommation abusive de chocolat. Mais ces deux éléments n'ont aucun lien avec la présentation d'aujourd'hui. C'est vrai, juste avant, il prenait du chocolat pour se booster. Il paraît que… du coup, on va reprendre un peu les bases pour définir un peu ce que c'est que l'observabilité. Et pour ça, je vais vous faire un petit retour vers le futur. Et on va commencer assez loin quand même. On va revenir pendant la Seconde Guerre mondiale avec notre cher ami Abraham Wald. Et en fait, il y avait un cas assez marrant, c'est que l'armée américaine, pendant la Seconde Guerre mondiale, a demandé en fait de renforcer les avions parce qu'ils en avaient marre qu'ils reviennent tout casser. Et du coup, pour les renforcer, ils ont pris un statut assez simple. Ils se sont dit, écoutez, on va regarder un peu tous les impacts de balles sur nos avions. Donc là, c'est les petits points rouges. On va prendre tous ces impacts de balles et qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter du blindage sur ces impacts. Donc, on va les blinder à fond, on va protéger, renforcer, mettre de nouvelles armatures, enfin tout ce que vous voulez. Et comme ça, on va garantir que on va sécuriser un peu ces endroits-là et nos avions reviendront un peu plus indemnes et ils pourront repartir voler, etc., etc. Le gros problème avec ça, et c'est justement notre ami Abraham Wald qui nous l'a dit, c'est cette petite phrase, c'est qu'en fait le problème ça vient pas des impacts de balles parce que si on y réfléchit, les avions, si on arrive à récupérer ces statistiques sur ces impacts de balles, c'est que déjà ils sont revenus à la caserne. Donc c'est que si on a fait des stats, c'est qu'on a pu voir les impacts, les étudier, les cartographier sur l'avion et les renforcer. Mais le problème il vient pas de là du coup, il vient sur les impacts qu'on n'a pas vus. Parce que les impacts qu'on n'a pas vus, généralement, c'est que l'avion il est pas revenu, tout simplement. Et donc au final le problème c'est là. Petite latence. En fait, lui, il a dit, écoutez, au lieu de renforcer là où il y a les impacts de balles, donc là où on voit vraiment le problème, on va renforcer les parties qui sont non visibles. Donc le petit invisible bullet. Et parce que c'est ici où il y a le problème et c'est quand ils se font toucher à ces endroits-là que l'avion ne revient pas, qu'il casse, que les pilotes meurent, etc. Et donc, voilà. Et donc voilà, donc ça commence un peu à voir un peu que ce qui est caché, c'est faut y prêter attention. Donc retenez un peu ce cas de l'avion, on va en reparler tout à l'heure dans un cas un peu plus pratique. Le deuxième retour en arrière, on va revenir à 2005. Donc moi j'étais un peu à cette époque-là, à l'époque des stack lamp. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des gros monolithes qu'aujourd'hui on traite encore, où on passe encore des heures et des heures, même des mois, à essayer de les transformer en microservices, tout ce que vous voulez. Donc c'était des stacks assez simples, avec, en termes de technologie, c'était du Linux, Apache, MySQL, PHP, enfin PHP, Python, ce qu'on voulait, mais c'était vraiment le gros monolithe avec une architecture relativement simplifiée, qui, au final, maintenant, aujourd'hui, c'est redevenu avec des tonnes et des tonnes de jours hommes de développement et donc assez dur aujourd'hui à retraiter en termes de dette technique. Mais sur ces stacks, quand on avait un problème, généralement, c'était assez simple de les résoudre. Là, un petit exemple, c'est quand, par exemple, je suis un utilisateur, je vais remonter l'information que j'ai de la latence, l'image, elle s'affiche lentement. Qu'est-ce qui se passe en tant que débugger, qu'ingénieur, développeur, enfin ce que vous voulez? Je vais analyser le problème. Et le problème, il peut venir soit de l'application, parce que, par exemple, mon CPU, il est à 99%, ma mémoire RAM aussi, le network est lent, etc. Donc, ça peut venir de la partie application. Si ça ne vient pas de l'application, qu'est-ce que je vais faire? Ça peut venir de la connexion à la base de données. En même temps, j'ai du tri-tiers. J'ai juste un petit frontal, j'ai l'application et la base de données. Si ça ne vient pas de l'application, ça peut venir de la base de données. Donc là, peu importe les régions, il y a de la latence, il y a pareil la base de données qui commence à devenir un peu dans le rouge, ou alors un problème de transaction, un problème de log, enfin ce que vous voulez, et ça peut être la source du problème. Donc c'est assez simple, au final, quand vous voulez débugger un système comme ça, on n'y passait pas 3 ans à juste connaître la source du problème, on n'avait pas énormément de choix devant nous. Donc c'est là où en fait, ça c'était un exemple justement d'architecture un peu tritière, et au final, on pouvait rapidement connaître ces problèmes
Comme je disais, ça pouvait venir du manque de capacité, etc. Et donc, quand on voulait un peu identifier en amont ces problèmes, parce que c'est quand même pas cool que l'application elle bug et qu'elle marche pas pour nos utilisateurs, c'était simple. On faisait quoi? On faisait des dashboards. On faisait des dashboards, on mettait plein de métriques, plein de trucs rouges, des trucs verts, orange. Encore aujourd'hui, on en voit dans des… Vous avez de la chance, Datadog, il n'y en a pas ici, mais des énormes écrans avec plein de métriques, du rouge, du vert, des feux rouges, des feux verts, enfin bref, avec des courbes, etc. pour dire que mon application est stable, mon application va bien. À un moment donné, j'ai le CPU qui monte, j'ai du rouge qui apparaît, je sais tout de suite d'où peut venir le problème et comment y remédier. Donc c'est bien, on faisait plein de dashboards. C'était le monitoring. Mais aujourd'hui, ça s'est un peu complexifié. Alors là, j'ai mis la date 2016, mais j'en entends parler depuis même plus longtemps, mais on va dire que c'était vraiment utilisé à partir de 2016. C'est tout ce qui est architecture microservices. Et là, ça se complexifie pas mal. J'ai essayé de faire une petite courbe à main levée, ultra scientifique, sur l'augmentation de la complexité sur nos architectures. C'est qu'au début, on disait ouais, on va faire des microservices, c'est cool, c'est génial, etc. Et au final, on commence à se retrouver avec des tonnes et des tonnes de microservices et une complexité qui aujourd'hui est très difficile à gérer. La preuve, on commence à avoir des complexités de type Amazon et Netflix. Bon, d'accord, c'est un peu des cas extrêmes, mais aujourd'hui, si on veut faire du monitoring en mode CPU RAM sur l'intégralité des services, clairement, on peut s'accrocher, ou alors il faut avoir vraiment beaucoup d'écrans pour arriver à faire de la supervision comme ça. Donc là, on peut s'imaginer arriver à comprendre, débugger des systèmes comme ça. C'est pas simple tous les jours et il va nous falloir justement de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux moyens, de nouveaux outils. Et c'est là où justement on a dit mort au monitoring, longue vie à l'observabilité. Et si on reprend un peu la définition de l'observabilité, qu'est-ce que c'est? C'est justement la capacité qu'on a à comprendre aujourd'hui l'état interne de notre système, c'est-à-dire tout ce qui est les entrants et les sortants d'un service. On peut prendre n'importe quel service sur notre grappe. La capacité de compréhension, ce qui rentre, ce qui sort et comment l'état interne d'un service, comment notre service se comporte, c'est ça qui va vous permettre aujourd'hui de comprendre l'intégralité de vos services, l'intégralité des interactions de vos services. Si on reprend un peu justement tout ce qui est sorti de vos services et qu'on y réfléchit un peu, en fait, il y a différents cas de figure. Le premier cas de figure, c'est tout se passe bien. Bon, on va prendre un service simple qui est avec de l'API REST. Mon service, ça se passe bien. Il répond quoi? Il répond à 200. HTTP HOC, c'est cool, j'ai mon payload, j'ai mes données. Tout s'est bien passé, c'est génial. Jusque-là, pas de souci. Après, on va avoir les erreurs que l'on connaît aussi. C'est par exemple, mon service, ça ne se passe pas bien. Je sais que ça ne s'est pas bien passé parce qu'il va me retourner un 500. HTTP 500, Internal Server Error. Il y a un problème qui est survenu. Je sais tout de suite l'identifier parce que le code de retour n'était pas le bon. Et donc, je vais pouvoir directement investiguer. Un autre problème maintenant, c'est quand il se passe des problèmes mais qu'on n'est même pas au courant et qu'on en fait, on n'arrive pas à les identifier. Encore dernièrement, j'ai eu le cas de figure pour un client. Son problème, c'était il traite énormément de messages sur des topics Kafka. Et à un moment donné, il a perdu 4 messages. Juste 4 messages, ils ont envolé, perdus, non identifiés. Il ne savait pas que ça ne se passait pas bien. Et il n'a jamais su savoir pourquoi justement il avait perdu ces 4 messages. Il n'avait aucun moyen, aussi faute à lui, d'identifier qu'il avait perdu ces 4 messages-là. Donc c'était vraiment, on était un peu dans l'inconnu. Il savait juste qu'il avait perdu. C'était un client, il lui a dit non, mais mince, aujourd'hui il me manque des informations. Comment ça se fait? Et le dernier, c'est vraiment l'inconnu de l'inconnu. Donc à partir du moment où c'est de l'inconnu, voilà, je vous laisse deviner la suite. On ne peut rien savoir. Et du coup, ça va trop vite. Notre réaction, on va dire peut-être quand on a une architecture assez simple, c'est on va se dire, mais écoutez, je vais monitorer, je vais mettre des indicateurs pour identifier quand ça ne se passe pas bien. D'accord? Je vais mettre des alarmes, je vais récupérer, ah là là, j'ai un HTTP 500, j'envoie de la notification, j'escalade l'erreur, j'appelle la terre entière à 3 heures du matin parce que j'ai eu un 500. Ok, jusque-là, tout va bien. Le gros problème, si on refait le petit retour en arrière avec l'avion, c'est justement tout ce qui est les invisible bullets. C'est quand ça ne se passe pas bien qu'en fait notre système plante. Et que c'est quand justement on ne les détecte pas que notre système plante et que ça va commencer à impacter nos utilisateurs. Parce que la partie erreur connue, au final, on peut même
directement pallier, les identifier, etc., mettre des contre-mesures automatiques. Mais par contre, dans les autres cas de figure, où on n'arrive justement pas à identifier ça, ben c'est difficile de se prémunir, de se dire, mince, qu'est-ce qui se passe quand je perds 4 messages? Est-ce que j'ai une capacité de rejeu? Est-ce que je peux combler ça? Qu'est-ce que je fais? Et donc, maintenant, on se dit, ben, écoute, je veux vraiment que ça se passe bien. Je veux être capable de vraiment détecter la moindre erreur sur mon système. Ah, ça va trop vite. Eh ben, on peut se dire, au lieu d'essayer de monitorer, on peut même pas, de toute façon, tout ce qui est inconnu, eh ben, on va dire, je vais mettre des alertes quand ça se passe pas bien. Quand, justement, je m'attends, il y a un message qui rentre, il y a un message qui sort. Je m'attends à ce qu'il y ait un message qui sort. Et on va commencer à mettre justement des indicateurs pour dire, OK, je garantis à ce moment-là, dans le traitement que je dois faire, que tout s'est bien passé. Quand j'ai une absence de ce bon fonctionnement, là, je peux dire, il y a eu un problème quelque part, il y a eu de la perte d'informations, etc. Et du coup, pour ça, il va nous falloir des outils, justement, pour commencer à rentrer un peu dans ce détail. Et même quand, justement, il y a une absence de succès, on va devoir investiguer, on va devoir trouver la cause de la panne. Et pour ça, donc, on va voir les outils et les outils aussi qui seront au travers des piliers de l'observabilité. Alors là, on m'avait fait la réflexion, je crois bien que c'était Dan, il n'est pas là aujourd'hui, de chez Datadog. Maintenant, on dit même les principes de l'observabilité, pour être ISO avec Datadog. Alors là, je ne pourrais pas vous en parler, peut-être qu'il pourra toucher 2 mots. Mais aujourd'hui, là, on va rester sur ces piliers. C'est les 3 piliers qui vont vous permettre de comprendre l'état interne de votre système. Les 3 piliers, ils sont assez connus au final. C'est tout ce qui est journaux d'événements, tout ce qui est logs. Ça, tout le monde aujourd'hui a, enfin, si vous êtes un peu dans la partie opérationnelle, a interprété des logs pour débugger, pour trouver un peu les erreurs, voir des stacks, etc. Il y a la partie métrique, parce que bon, même si aujourd'hui la partie CPU dans le rouge, etc., on ne peut pas le mettre à l'échelle quand on a 500 services, il faut quand même récupérer des métriques, parce qu'on peut aussi identifier quand même la partie, certaines informations pour dire, ah mince, là j'ai des latences, etc. Donc, on a besoin de ces informations, de récupérer ces valeurs-là pour aussi avoir un suivi sur l'état de notre système à un instant T. Et bien sûr, quand on est dans un système distribué, les traces. Alors là, je laisserai notre ami Benjamin en dire plus dessus tout à l'heure. Mais les traces, c'est vraiment ce qui va vous permettre aujourd'hui de comprendre comment votre système fonctionne. Quand j'envoie une requête à un service A et qui par hasard ressort sur un service Z et qu'il en a fait 26 dans le passage, c'est possible. Si on fait, dans les systèmes distribués, c'est tout à fait possible. Pourquoi pas? On doit comprendre quand il est passé de A à B, de A à C, etc. Comprendre vraiment le cheminement de notre requête, les temps qu'il a passé dans chacun de ces services, les temps d'exécution, possiblement il y a une requête en base de données, le cheminement, le transfert d'informations, qu'est-ce qui est passé du service A, B, C, D, quelles sont les données qui ont été transitées, etc. On a ce besoin de faire ces traces, de récupérer un peu le cheminement de nos données, de nos requêtes, etc. Pour vraiment comprendre. Moi, aujourd'hui, par exemple, je sais que sur le service P qui a planté, on doit arriver à identifier que c'est au niveau du service P que ça a planté et pas sur un autre, pour éviter d'aller investiguer sur les 26 services. Et aujourd'hui, justement, quand on parle d'observabilité, on va commencer à utiliser des outils qui sont faits pour ça. On ne va pas vous laisser avec votre commande SSH sur n'importe quelle machine Linux aller regarder ça. Vous allez devoir utiliser des outils. Donc Datadog, c'est un exemple d'outil. On a aussi Splunk. Je ne vais pas faire que de la pub pour Datadog ce soir. Il y a aussi des outils de type Splunk. Et allez, je fais la petite pub pour Blimeo, c'est un nouvel outil Startup Toulousaine. J'étais à un Meetup Toulouse il y a 2 semaines ou la semaine dernière, donc je l'avais intégré. Mais voilà, c'est des outils qui vont vous donner justement toute cette boîte à outils qui vont adresser ces piliers-là pour vous permettre de comprendre votre système et toute la complexité qu'il a et identifier justement ces différents problèmes s'il y en a. Aujourd'hui, maintenant, on va parler de serverless. Donc là, c'était vraiment l'observabilité. Et là, il y a un nouveau challenge, c'est le serverless. Le serverless, c'est encore une autre gamme de technologies, de services qui s'offrent à vous et qui, même s'il apporte énormément d'avantages, va aussi amener son lot de problématiques. Alors pour le serverless, ici, qu'est-ce qu'il connaît? Cool. C'est vrai qu'en même temps, je suis dans un meetup serverless, c'est un peu con. Qu'est-ce qu'on fait en prod alors? Ça, c'est la question importante. Ouais, c'est pas ton truc COBOL, toi? Ok, bon, voilà, comme quoi aujourd'hui, c'est pas encore démocratisé en termes de production, mais bon, j'espère que ça va arriver. Bon,
Bon, ici, tout le monde connaît. Je vais passer rapidement le serverless. Mais il y a quand même des serveurs. C'est juste que vous n'en avez pas du tout la gestion. Vous ne les managez pas. Vous ne les provisionnez pas. Vous n'avez plus de notion de CPU ni rien à provisionner, même s'il y a des notions de RAM, mais c'est plus pour la facturation derrière qu'en termes de pure capacité de calcul ou autre. L'autre point important, c'est on paye uniquement ce qu'on consomme. Là, on est sur du 100 millisecondes d'exécution si on est sur du lambda, parce qu'on va payer vraiment que l'exécution. Notre fonction ne s'exécute pas, on ne la paye pas. Elle s'exécute 10 millions de fois, on va exécuter les 10 millions fois le durée d'exécution de notre fonction. Une fois qu'on aura fini ces 10 millions d'exécutions, on ne paye plus tant qu'elle n'est pas réexécutée. Il y a deux notions, moi, que j'aime bien parler. Il y a la notion de BaaS. Alors maintenant, ça s'appelle Blockchain as a Service. Mais j'aime bien, je fais un peu le pirate et j'aime bien garder ce nommage. C'est Backend as a Service. Donc là, je mettrai tout ce qui est type base de données en mode serverless, tout ce qui est aussi outils comme Auth0. Auth0, mine de rien, c'est un outil qu'on va consommer, qui va vous fournir plein d'outils d'authentification, gestion du MFA, des connecteurs, etc., divers et variés. C'est des outils, mine de rien, on n'a jamais besoin de provisionner de l'infrastructure pour gérer que ce soit 1, 10, 15, 10 millions d'utilisateurs. On va juste avoir une très grosse facture en fin du mois si on gère 10 millions d'utilisateurs. C'est tout. Après, c'est Auth0 qui va se prendre en charge son infrastructure et vous proposer un service. D'accord ? Après, bien sûr, il y a le FaaS, et là, je crois que c'est clairement ce que tout le monde connaît dès qu'on commence à parler de Function as a Service, d'AWS Lambda, etc., où on va commencer à descendre en granularité et déployer de la fonction, plus des applications, mais de la fonction unitaire. Et bien sûr, c'est basé aussi sur de l'événementiel. On a du synchronisme dans certaines communications entre services, mais faut garder ça en tête que c'est aussi basé sur de l'événementiel parce que justement, ça va aussi créer un peu de contraintes derrière. Il n'y a pas que des avantages. Il y a le premier avantage, on parle aussi des fois de vendor lock-in. Alors ça, je le mets souvent en jeu parce que, en fait, c'est pas vraiment. Derrière, c'est un outil d'infrastructure, le serverless. C'est pas un design pattern en termes d'architecture. Quand on commence, moi, j'ai construit des grosses applications depuis 250 fonctions. Si on prend les bons concepts de départ, au final, on peut énormément réduire la partie vendor lock-in et vraiment isoler les parties sensibles, type couche base de données, la partie infra as code qui sera changée, c'est sûr, sauf si on utilise du serverless framework. Mais voilà. La partie perte de tout ce qui est optimisation de serveur, c'est que dans 0,01% des cas, on va avoir le besoin d'aller sur notre OS, de tuner le petit paramètre du kernel Linux, etc. J'en connais qui font du Hadoop et les gars, ils vont dans le kernel Linux, ils vont le tuner pour justement délivrer encore plus de performance. Dans 0,01% des cas, on aura besoin de faire ça. Après, il faut se poser, est-ce que c'est justifié ou non? Est-ce qu'on a fait le bon choix? Mais voilà, c'est sûr que là, on ne pourra pas le faire. Et les plus gros désavantages sont sur l'implémentation, qui sont certains problèmes qui sont des hard limits, type la durée d'exécution qui est limitée à 15 minutes pour certains, 5 minutes pour d'autres providers. Donc là, c'est une hard. C'est à un moment donné, votre fonction elle dure plus de 15 minutes, ça s'arrête. Point final. Donc voilà, donc c'est à vous de gérer. Donc c'est sûr, vous ne pourrez pas adresser tous les use cases. Il y a la partie cold start, donc tout ce qui est latence de démarrage. Si vous ne payez pas à l'utilisation, en permanence, c'est bien parce que votre fonction en fait ne tourne pas en permanence. Si elle n'est pas du tout utilisée dans un certain temps, en gros, il va y avoir une opération de cold start, c'est-à-dire que votre provider va télécharger le code, va l'initialiser, va possiblement le connecter à un VPC, à un network. Et donc là, il va devoir lui attacher des ENI, tout ce qui est interface réseau. Et tout ça, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et derrière, il faut y penser aussi, c'est un impact pour l'expérience utilisateur. C'est que ma fonction, je fais un get user, je suis le premier mec qui se connecte le matin, je fais un get, je me prends 15 secondes dans la figure parce que je ne l'ai pas optimisé, parce que je l'ai mis dans un contexte réseau, etc. Et l'utilisateur va se prendre 15 secondes, il va devoir attendre devant son PC. Les tests, quand on commence à employer, on va dire, une panoplie de services serverless, les tests deviennent forcément plus compliqués. On n'est plus sur notre petit poste à se lancer son Docker et à simuler. On va devoir s'intégrer. Alors là, bien sûr, il y a des outils de type local stack, par exemple, qui simulent certains services AWS. Mais après, alors là, moi, c'est une conviction, c'est que déjà aujourd'hui, AWS n'arrive pas à garder une homogénéité entre ces régions sur les différentes fonctionnalités des services serverless. Si aujourd'hui, en plus, vous demandez à une communauté open source qui est sur quand même le bénévolat, de mettre à jour les outils pour être compatibles avec les dernières fonctionnalités d'AWS, vous aurez toujours un cran de retard
pour l'avoir utilisé, j'avais des gros problèmes de test d'intégration parce que ce n'était pas juste ISO avec mon déploiement. Et dès qu'on commence à faire du multi-région, c'est encore pire. Donc là, moi, mine de rien, j'utilise des services. Mais vu qu'au final, derrière, quand on fait du serverless, on fait toujours de l'infra as code, c'est obligatoire. On ne va pas faire du clic-clic pour déployer 250 fonctions. Du coup, c'est ultra facile de déployer un environnement à la volée et c'est assez rapide. Ça peut prendre, moi, je sais que ça prenait moins de 10 minutes à déployer l'intégralité de mes 250 fonctions. Après, parce que je devais gérer certaines problématiques AWS, mais voilà, c'est quand même rapide aujourd'hui de déployer un nouvel environnement pour de l'intégration, etc. Et tout ce qui est packaging, versionning, c'est pareil, c'est un écosystème qui est relativement jeune, le serverless. Aujourd'hui, je ne sais même plus quelle date, c'était 2014, je crois, vous pourrez peut-être me corriger, le lancement de Lambda ou 2013. Voilà, ça fait pas longtemps que c'est lancé aujourd'hui. AWS a été les premiers là-dessus. Aujourd'hui, pour moi, AWS a l'écosystème le plus mature parce que on commence à voir, outre dans tout ce qui est API du Canary Release, alors ça, ils l'ont un peu tous, mais même quand on parle de fonctions, la fonction Lambda, maintenant, on peut faire de l'alias shifting. Alors ici, qui est-ce qui connaît Canary Release? OK. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est par exemple, j'ai une V1, j'ai une V2. Au lieu de dire à tous mes utilisateurs, mes millions d'utilisateurs, bim, je vous mets une V2, rock'n'roll, ça va bien se passer. Moi, je vais commencer à mettre 5% du trafic sur la V2, voir si tout se passe bien grâce à un outil d'observabilité, si on retient bien la leçon. 10%, tout se passe bien toujours, 15%, 20%, etc., jusqu'à un switch complet. Alors là, je fais une petite dédicace à Pierre Baillet, je suis sûr qu'il doit regarder. Qui est-ce qui connaît aujourd'hui pourquoi on dit Canary Release? Alors, lui, il disait quand on était à Bordeaux que c'était que les vieux qui connaissaient. Alors, la petite histoire, en fait, c'était à l'époque, dans les mines, quand les mineurs ils descendaient, et il y avait un gros problème, c'était le gaz. Et le gaz, je crois bien que tout le monde le sait, c'est quand on en respire, on meurt. Donc, c'est quand même un assez gros problème. Et donc, la solution pour pallier à ça, c'était de prendre une petite cage et de ramener un petit canari dedans. Parce que les canaris, c'est tout petit, c'est tout mignon et c'est super sensible au gaz. Et donc, quand tu descendais au fond de ta mine et que le canari il était juste RIP, fallait vite remonter en haut parce que sinon, c'était à ton tour bientôt. Et donc, au final, en production, c'est ça. C'est en fait, quand je descends dans ma petite… je mets en production et que tout se passe bien, ça va. Mais si à un moment donné, je vois qu'il y a une petite erreur, j'ai intérêt à vite faire un rollback pour justement garantir que tout va continuer à bien se passer, que l'application ne va pas mourir et que mes utilisateurs aussi. Donc, voilà, la petite histoire, la petite dédicace à Pierre Baillet de Datadog. Donc, voilà. Donc, l'alias shifting, c'est pareil. On peut faire de la gestion de trafic comme ça sur des versions, sur des alias de Lambda, par exemple, où on va pouvoir rediriger un certain flux, etc. et le gérer un peu finement, comme ça, et garantir que tout se passe bien quand je mets une nouvelle fonction en production. Mais là, comme je disais, les providers ne sont pas forcément matures là-dessus. Maintenant, parlons de serverless. Alors là, j'en parlerai rapidement. Le gros problème, donc, c'est que déjà, on n'a pas d'OS. C'est qu'aujourd'hui, comme je disais, on n'a pas d'infrastructure à gérer. Donc, on ne va pas provisionner son Linux, son CentOS, son Windows ou ce qu'on veut. On n'a pas d'OS à gérer. Et là, c'est un gros problème, surtout pour beaucoup d'outils d'observabilité. C'est que du coup, trop rapide, on ne va pas pouvoir installer d'agents. Il y a énormément d'outils d'observabilité qui nécessitent l'installation d'un agent, Datadog y compris, nécessite l'installation d'un agent quand on veut commencer à superviser de la machine virtuelle ou autre. On va installer un agent qui va nous permettre de récupérer des métriques, des logs, plein d'informations, les données de notre APM, etc., pour justement les remonter, pouvoir les traiter, les analyser. Donc ça, c'est un gros problème. C'est que aujourd'hui, quand on fait du serverless, on va dire, il y a énormément d'outils d'observabilité qui ne sont pas encore compatibles, même si aujourd'hui Datadog est énormément avancé sur ça. Justement, ce qui est normal, ce n'est pas forcément la priorité de tout le monde aujourd'hui, le serverless. Aujourd'hui, tout le monde parle de Kubernetes, etc. Et là-dessus, il n'y a pas d'équivalent. Mais là, quand on parle de serverless, on a ces problématiques-là et on n'a clairement pas le choix. Après, il y a des outils qui sont dédiés de type Espagon qui, eux, ils ont pris le chemin inverse. Ils se sont dit, on va faire que du serverless et on va être le meilleur outil d'observabilité pure serverless. Et maintenant, ils commencent à s'ouvrir sur le reste pour dire, on va aussi faire de l'observabilité pour le reste. Donc ça, c'est un gros problème. Le deuxième gros problème, c'est tout ce qui est appel concurrent. Alors, si on a un super ops et qu'on gère super bien notre infra, ça ne sera pas un problème. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'avant, j'avais mon application Java, elle tournait sur ma machine. Jusque-là, tout va bien. La gestion des logs, c'est quoi? J'avais mes 200 requêtes dans mon application. Et j'avais quand même une gestion centralisée de mes logs. Et qu'à un moment donné, selon l'outil, ça les envoyait, ça les streamait jusqu'à mon outil d'observabilité. Là, aujourd'hui, en fait, on a vraiment des fonctions qui sont stateless, qui sont isolées et indépendantes. Donc, qu'est-ce qui se passe?
au lieu d'avoir un outil qui va gérer un peu le packaging, l'envoi, la compression, etc. de mes données, là, je vais avoir juste mes N fonctions. Donc, ça se trouve, mes 10 millions d'instances, alors pas concurrentes, mais ça commence à faire une grosse application, mais toutes les instances de mes fonctions. Donc, si j'ai 250 fonctions et que j'ai, je sais pas, 10 appels concurrents sur tout, ça fait 2500 envoi de logs simultanés à mon outil d'observabilité. Et ça, mine de rien, il faut le prendre en compte quand on fait un design. Alors, si j'utilise un outil SaaS type Datadog, derrière, il n'y a aucun souci parce que ce n'est pas à nous de la gérer, l'infrastructure. Mais quand on fait un outil SaaS de type j'ai ma petite suite ELK pour gérer mon infrastructure, là, mine de rien, il va tout de suite arriver dans le rouge et on va devoir redimensionner les clusters justement pour traiter cette nouvelle charge, ces nouveaux envois d'informations parce que ce n'est pas pareil. L'autre problème, c'est que dans ces systèmes un peu anciens de machines virtuelles, on avait au final, c'était géré en tâche de fond. Là, il faut bien se rendre compte que c'est sur l'exécution de notre fonction. On n'a pas de tâche de fond. C'est-à-dire, ma fonction, j'arrive, j'ai une requête, il y a un temps de démarrage, il y a un temps de fin et j'ai un retour direct. D'accord ? Donc, si je fais de l'envoi de log, ce n'est pas un job qui va tourner dans les nuages AWS, peu importe, sur des micro-VM, etc. Là, c'est en fait à mettre directement dans notre code d'exécution. Donc, si on le met directement dans notre code, rien qu'un call API, rien que ça va vous coûter des millisecondes. Et aujourd'hui, je le rappelle, c'est vous payez à la consommation. Donc, plus votre code dure de temps, plus vous payez. Donc, c'est pareil, c'est un entraînement à prendre. C'est que vous n'allez pas pouvoir mettre 150 lignes de log directement dans votre code, avec une communication où c'est vous qui le gérez directement. Il va falloir prendre ça en compte parce qu'il y aura un impact direct sur l'expérience utilisateur. C'est qu'à un moment donné, que ça prenne même 200 millisecondes et ça prend, je sais pas, peut-être 2 secondes à traiter, déjà, votre facture, elle va exploser. Et de 2, l'expérience utilisateur, elle sera vraiment réduite. Donc voilà, c'est toujours des nouveaux challenges, des nouveaux concepts qu'il faut garder en tête quand on commence à développer dans le serverless. Alors là, heureusement, c'est que les providers ils vont nous fournir un peu avec leurs mains des outils, un type CloudWatch sur AWS qui va se charger eux-mêmes de récupérer les logs, etc. Donc aujourd'hui, d'afficher un log en mode print, console, etc., ça ne prendra pas de temps comparé à un call API où je communique directement avec des outils d'observabilité. Et enfin, le dernier challenge, c'est qu'aujourd'hui, il y a une complexité d'interaction. C'est que, à l'arrière, quand j'avais ma suite que je connaissais, mon Kafka, mon Java, etc., je connaissais les outils. C'est cool parce que la communauté open source est tellement grande, l'écosystème, etc. On connaît ces outils, on y est habitué. Aujourd'hui, quand on fait une architecture serverless, on a un nouveau catalogue de services qu'on ne connaît pas forcément. Alors, si on s'appelle Google, il se base sur l'open source, ça aide. Mais si on s'appelle Amazon, qui sont sur des solutions propriétaires, on a, là c'est juste un exemple, mais une suite d'outils où il va falloir interagir. Tout à l'heure, je parlais de traces. C'est que quand on veut suivre une requête A qui va à un service P qui passe par l'intégralité de ces services-là, je vais devoir faire transiter de l'information de type ID de corrélation, etc. pour garantir que je puisse avoir la trace sur l'intégralité de ma chaîne d'exécution. Donc, c'est pareil, c'est un entraînement à comprendre comment le service fonctionne, à investiguer. Et comme je disais, comme l'écosystème est jeune, ça va vous créer des difficultés quand on commence à avoir vraiment un très grand nombre d'interactions avec plein de services, etc. Il va falloir avoir cette réflexion-là en préalable. Maintenant, quoi de mieux qu'une petite démo sur Datadog pour vous montrer un peu ça. Et pour ça, j'ai déployé une super application. D'ailleurs, vous la retrouvez sur GitHub avec tout le code, etc. sur mon GitHub. Vous aurez le lien à la fin. Et bien sûr, je partagerai les slides. C'est une application assez simple avec une API en front-end, des lambdas qui appellent plein d'autres services de type une autre API, du Kinesis et un topic SNS pour la notification. Et derrière, ça va rappeler une API. Et donc, le but, c'est on va montrer justement comment on peut arriver à comprendre un peu notre système et justement, grâce à un outil comme Datadog, investiguer dessus et juste voir comment on peut récupérer de l'information sur le comportement de notre architecture. Je donne enfin la main à Benjamin. Merci. Alors, Datadog, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est un produit. On a déjà vu quelques images. On a parlé de ces 3 piliers. Je vais réutiliser le terme plusieurs fois parce que maintenant, c'est vraiment à la mode pour ceux qui touchent au monitoring. Donc, observabilité, tout ça. Voilà, on va en parler beaucoup et on va surtout montrer du concret. Je pense que c'est pourquoi on est tous là. Donc, Datadog, c'était créé en 2010. C'est basé à New York, en fait. Ça a été créé par des Français. Cocorico, qui est une information qu'on ne montre pas quand on introduit Datadog dans tous les autres pays. Mais en France, forcément,
On rajoute l'info que les founders sont français. Donc voilà, à New York, maintenant on est à Paris. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, on a un outil d'observabilité, de monitoring. Donc initialement, on faisait de l'infrastructure monitoring. Donc quand on parle de métriques, chaque fois je peux vous donner des exemples open source, des équivalents. Donc, si on est plus vieux, du RD Tools avec du Munin, tout ça. Bon, maintenant on est plutôt sur du Prometheus. On fait de l'APM, donc du Distributed Tracing. Donc là, on aurait quoi? On aurait du Zipkin, on aurait du Jaeger en open source, du log management. Donc voilà, c'est une stack ELK, tout ça. Tout ça sont des services qui sont aussi proposés par Datadog en mode SaaS. Donc vraiment, chez vous, il y a juste le minimum d'intégration à faire pour l'envoyer chez nous. Et voilà, on continue à faire d'autres. Browser testing, du synthetic checks, donc des robots qu'on a installés sur plein de nos data centers sur la planète qui viennent checker si votre site il marche bien. Voilà, donc ça, c'est le genre de choses qu'on fait à Datadog. L'une des spécificités, ça va être les intégrations. Donc, on va le voir. Qu'est-ce que sont les intégrations? C'est que nous, par défaut, on va récupérer plein de ces 3 types d'informations depuis tous les éléments que vous avez chez vous. Donc, si vous vous souvenez de la grille avec les choses qu'on voit, les choses qu'on ne voit pas du tout, le but de Datadog, c'est vraiment que par défaut, on vous apporte de la visibilité sur tous vos types de bases de données, tous vos types de serveurs, les third parties que vous pouvez utiliser, donc toutes les métriques qui viennent même d'Amazon, les métriques qui viennent de voilà, tous les autres proxys, toutes ces choses-là, on en a à quoi 200, 250, je ne sais plus c'est quoi le chiffre officiel qu'on partage maintenant. On en a énormément. Et voilà, le but, c'est qu'à un seul endroit, on récupère tout ce dont vous avez besoin pour que vous, développeurs, Ops, DevOps, voilà, vous ayez tout ce dont vous avez besoin pour débugger, opérer et faire fonctionner votre système. Du coup, bon, ouais, on nous entend. Bon, on va commencer à la démo. Ouais, c'est bien ça. Yep, c'est parti. Du coup, moi, je vais vous parler juste déjà de la partie intégration avec AWS. Bon, viens t'asseoir, hein. De toute façon, on va se partager le PC. Et du coup, on switchera un peu sur moi, la partie AWS, Benjamin, la partie Datadog, pour vous montrer un peu les différentes briques qu'il faut mettre en place. Donc, comme disait Benjamin, au final, l'intégration est vraiment très, très simple. Il n'y a pas 150 configurations à mettre en place, surtout dans un contexte serverless où on n'a pas d'agents à déployer. Donc, déjà, ça simplifie clairement notre vie. Là, pour moi, côté AWS, j'ai fait quoi? J'ai créé un rôle. Alors, un rôle où moi, utilisateur, je crée le rôle. C'est moi, utilisateur, qui va donner les actions que j'autorise à Datadog. Et clairement, je vais lui donner déjà que des actions de read. Donc là, c'est la documentation de Datadog qui va vous dire voilà, les différentes actions qu'ils ont besoin pour s'intégrer avec les différents services. Si demain, moi, je décide que je ne veux surtout pas leur donner de la vue sur mes bases de données DynamoDB pour X raisons, j'ai juste à éditer cette policy, retirer ces actions-là. Et en 2 secondes, Datadog n'aura plus accès à mes métriques, à mes informations sur la base DynamoDB. Donc là, c'est vraiment moi qui aujourd'hui crée cette policy, donne les droits que je veux à Datadog. Derrière, il y a ce qu'on appelle une trust relationship. C'est que j'autorise le compte Datadog à venir se connecter sur mon compte. Donc, c'est du cross-account sur mon compte AWS. Donc, pour ça, j'ai le super ID du compte Datadog. Et derrière, il y a un super ID aussi un peu pour rajouter de la sécurité et garantir que c'est bien Datadog qui a cette information et qui se connecte à mon compte par là. Et après, sur la partie serverless, donc, comme je disais, on n'a pas d'agent. Donc, à un moment donné, il va quand même falloir rajouter des petites briques pour dire, voilà, tous mes logs, moi, je les envoie sur un outil qui s'appelle CloudWatch sur Amazon. Et je vais devoir récupérer ces logs et donc les streamer jusqu'à Datadog. Et pour ça, pareil, comme il disait, la partie intégration open source est juste monstrueuse chez Datadog. Ils sont vraiment, vraiment bons là-dessus. Et ils nous donnent clé en main. Il y a un repository serverless côté AWS où en gros, on fait c'est une marketplace. On choisit la fonction, on rentre les 2-3 paramètres, on la déploie et merci, au revoir. Donc là, j'ai juste eu à déployer cette fonction-là qui elle-même après va faire son petit job. Je peux voir le code, donc je sais exactement quand même ce qui est fait. Il y a pas c'est pas masqué. Et derrière, pareil, je donne les droits d'accès aux ressources que je veux. Donc là, si demain, je veux bloquer cette fonction de récupérer les logs, CloudFront, etc., j'ai juste à modifier les droits. Datadog n'a pas de capacité de m'impacter ou de modifier eux-mêmes les droits. C'est moi aujourd'hui qui gère cette politique-là. Et derrière, derrière cette fonction, on regarde, elle va souscrire en fait un peu à tous mes streams de données. Et donc, dès que j'aurai des logs, ça va les récupérer et les envoyer directement sur l'outil de log côté Datadog. Donc maintenant, la partie intégration avec Datadog.
Voilà, merci. Alors, intégration, alors j'ai dit qu'on en a beaucoup. On ne va pas compter les carrés, hein. Je pense qu'on a mieux à faire ce soir. Mais voilà, c'est tous les types d'intégration qu'on peut avoir. Donc, vous pouvez reconnaître un peu de toutes les natures que j'ai listées. Et c'est des choses pour lesquelles automatiquement on récupère des métriques, des logs, des traces sans que vous ayez quoi que ce soit à faire. Et si vous voulez customiser tout ça, après, libre à vous d'écrire le vôtre. Donc, je peux aussi montrer comment ça marche. Quand je dis qu'il n'y a pas grand-chose à faire, ben voilà, du côté Amazon, c'est exactement ce qu'on a montré. Donc, quelle que soit l'intégration que vous avez, si c'est pour votre intégration Nginx, voilà, il y aura 3 lignes à rajouter dans votre configuration d'Nginx. Si c'est la configuration Amazon, bon, ben voilà, il faut setup, set role delegation dont on a parlé, cocher ce qui vous intéresse de transmettre l'information qu'on va récupérer de CloudWatch, de X-Ray, donc plusieurs des endroits des logs de S3. Donc, tous les endroits où il y a de l'information de monitoring, Datadog peut s'y intégrer, les récupérer, vous envoyer ce que vous voulez nous envoyer. Et à partir de ça, eh bien, on récupère plein de ces informations. Je peux illustrer ici les métriques. Donc, sur ce compte de démo, on a par exemple activé pas mal de métriques. Donc, les métriques seront ici, on voit du Kinesis, de l'API Gateway. Toutes celles-ci sont automatiquement arrivées ici, taguées avec tous les tags inhérents à Amazon, votre environnement, votre account, etc. Comme ça, quelle que soit la taille ou le nombre d'accounts que vous pouvez avoir, tout peut arriver au même endroit. Et le gros graphe énorme qu'on a vu à la Google, c'était quoi, Netflix que tu as mis à droite, je crois. Voilà, on a des customers de cette taille-là qui utilisent Datadog et justement avec ces histoires de tagging, ils n'ont aucun problème à naviguer des dizaines, centaines de serveurs, de milliers de serveurs, tout ça parce que tout arrive au même endroit. Il faut bien dire que ces métriques, elles sont par défaut, hein. C'est derrière, en fait, de base, quand je me suis intégré, j'ai donné le rôle. Directement, j'ai eu accès à l'intégralité de ces métriques. Je peux créer mes custom métriques, mais bien sûr, déjà, il faut arriver à toutes les exploiter pour commencer à penser à en rajouter des custom, etc. Exactement. Après, voilà, toutes les options de custom sont possibles, mais là, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces métriques? C'est bien beau d'avoir de l'information à Datadog, et qu'est-ce qu'on en fait? L'outil de base. C'est peut-être moins chiant comme ça de parler avec. Hein comme tu veux. Encore de l'eau, t'as l'air bien, mec. Ouais, je suis bien. Ce qu'on en fait ensuite, l'outil de visibilité de base auquel vous avez peut-être déjà l'habitude avec les solutions que vous pourrez utiliser, c'est juste de construire des dashboards sur lesquels vous affichez au même endroit des choses qui sont plus ou moins corrélées. Donc, si vous avez une application web ou une petite base de données derrière et un proxy, bon, en général, vous avez envie de mettre ces informations ensemble et de voir si les choses s'alignent. Là, on en a construit un pour la démonstration. Donc, comment est-ce qu'on construit un dashboard à Datadog? C'est pas très compliqué. On prend ça, on le glisse ici, on le met, on met des petits gifs, c'est extrêmement important. On aime bien les chiens ici. Ouais, je me demande pourquoi. Voilà, vous mettez le graphe qui vous intéresse. On parlait de tag, voilà, de l'account, de la région, etc., qui vous concerne. J'ai jamais d'erreur, moi, mon application, tu sais, elle marche bien. Je vois ça. Hein. Peut-être qu'on va étendre le time frame du graphe. On va voir ce que ça nous donne. On va voir s'il y a plus d'erreurs sur le passé. Mais voilà, donc on met ensemble ici toutes les choses dont on a parlé. Ici, vous voyez des logs. Ici, vous voyez des métriques. Je ne vous ai pas affiché de traces. Ça viendra plus tard dans la démo. Ouais, et on peut rajouter aussi de l'information qui est contextualisée. Enfin, là, c'est pas juste récupérer de l'information de type métrique, qui est pas forcément readable, mais par exemple notifier que aujourd'hui j'en suis à 23 minutes sur une fonction d'exécution et aujourd'hui, comme on sait, le temps c'est de l'argent. Et surtout, quand on parle de serverless, c'est les temps d'exécution, c'est vraiment de l'argent. D'accord? Vu que c'est ce que vous allez payer derrière. Exactement. Donc voilà, dashboard, on peut y mettre plein de choses. Donc dans le cas des Cloud Functions, qu'est-ce qu'on a en plus? Donc on a la capacité de montrer l'ensemble des Cloud Functions, à nouveau que vous avez configuré, que vous voulez nous montrer. Donc là, on a un exemple sur Amazon, mais vous pouvez aussi avoir des Cloud Functions chez Google, chez Azure. Tout est possible. Hein. Après, c'est chacun ses choix. Le jeu de la vie. Et là, ensuite, donc on récupère toutes les métriques qui vont en général être celles qui vont vous intéresser pour des Cloud Functions. Qu'est-ce que c'est? Le nombre d'invocations, le coût, voilà, tous les éléments qui vont diriger ou bien ce que vous allez payer ou bien comment votre application fonctionne sont les choses que vous allez vouloir regarder. Et après, vous allez pouvoir creuser, à nouveau filtrer une application en question. Attends, je reviens juste un peu avant, juste pour vous montrer déjà aussi la capacité. Donc là, j'ai un petit script en back qui tourne et qui envoie plein de requêtes pour vous générer des jolis graphes parce que, un outil d'observabilité, c'est bien qu'on a de la donnée. Donc si j'envoie aucune requête, ça peut vite devenir ennuyant. Et par exemple, vu que je fais un peu un tour de France serverless et que je passe dans différentes villes, chaque fois, je lance ces métriques-là. Donc on voit que je commence à avoir pas mal d'invocations de mes fonctions.
Donc, par exemple, donc, l'API-C, donc au final, il y a toujours 3 services qui appellent l'API-C. Donc, c'est la plus sollicitée. Et j'en suis à peu près à quoi, moi, 900 000 invocations. Et alors, un des avantages du serverless, c'est le coût. Quand on commence à dire je paye uniquement ce qu'on consomme, là, les 900 000 invocations de ma fonction est payé 1,52 $. Là, l'intégralité, au final, me coûte à peu près peut-être 3 $ sur peut-être, je sais pas, il doit y avoir peut-être 1,5 million, 2 millions de calls. Et encore, là-dessus, en fait, c'est normal. Ce qui n'est pas pris en compte, c'est le free tier. Aujourd'hui, le free tier, il est juste monstrueux dans les fournisseurs de services cloud. Et qu'en gros, clairement, ça, aujourd'hui, sur ma facture, c'est 0 $. C'est aujourd'hui, j'ai plus de plusieurs millions d'appels et ça me coûte 0 $ parce que je suis encore loin d'atteindre le free tier que me propose aujourd'hui AWS. Donc, pensez-y quand vous voulez développer des solutions de type startup où justement on n'a pas trop de finances. Et c'est pour ça que c'est un gros succès en termes chez les startups, c'est que ça ne coûte rien du tout. Voilà, j'ai fait mon petit. Tout à fait. Très bon point. Alors, est-ce qu'on a des traces intéressantes ici? Elles sont jolies ou pas? Voyons voir. Les voilà. Donc voilà, donc là maintenant on a regardé une cloud function spécifique, voilà, votre snippet de code qui est en train de tourner. On prend une exécution spécifique et on la représente ici dans un graphe. Donc chacun des éléments là va être typiquement un bloc d'exécution, le temps d'initialisation de l'environnement, le call. On a du quoi en dessous? Il y a un autre call à une autre lambda. C'est des lambdas qui s'appellent les unes les autres. Voilà. Ouais, en fait, si on se rappelle, c'est l'API qui va appeler une autre API et qui va envoyer des messages sur un Kinesis, donc un stream et sur de la notification. Alors là, la petite chose importante quand même à rappeler, c'est que là, on commence à parler d'APM et comme je disais, malheureusement pour les outils d'observabilité, les outils d'APM aujourd'hui utilisent des agents. Et donc là, malheureusement, grand malheur, l'outil d'APM Datadog, en fait, il y a vraiment un langage APM, il y a plein de langages de programmation qu'on va pouvoir vraiment interfacer dans notre code avec des annotations, des décorateurs, enfin tout ce qu'on veut pour justement commencer à récupérer plein de métriques, s'interfacer sur des librairies de type CallSQL, MySQL, on peut tout imaginer. Et là, malheureusement, en fait, on ne peut pas l'utiliser tout simplement parce qu'on n'a pas d'agent. Donc là où justement c'était super intelligent, c'est que il y a un outil aujourd'hui de type APM qui est déjà disponible nativement sur AWS qui s'appelle X-Ray. Et donc, moi, dans mon code, je me suis interfacé avec X-Ray et je peux récupérer les mêmes informations sur ce service-là. Donc là, on va retrouver clairement un peu les traces qu'on voyait tout à l'heure sur Datadog. C'est tout bête et méchant, c'est que Datadog récupère ces traces-là pour les remettre et faire le lien avec les logs, etc. Donc là, on va pouvoir le récupérer, on va pouvoir voir les traces d'exécution. On va même retrouver finement parce que dans mon X-Ray, j'ai mis la compatibilité avec le SDK AWS. Et donc, juste en disant que scanne le SDK AWS, ça va me donner tous les calls AWS et les différentes métriques derrière. Pareil sur request, donc on voit derrière la métrique quand je fais un call API sur l'API B, quand j'envoie la partie donc SNS, la partie Kinesis, et quand je dis qu'on retrouve vraiment toutes les informations, on sait par exemple exactement le temps de traitement d'un message dans mon topic SNS. Donc là, il m'a fallu 28 millisecondes entre le message qui est rentré, le message qui est sorti, qui a été traité par ma prochaine fonction. Pareil pour Kinesis, j'ai eu 20 millisecondes entre son entrée et sa sortie. Donc là, on peut vraiment avoir au final l'intégralité de notre cheminement jusqu'à l'API-C et le temps d'exécution sur l'API-C. Donc on peut voir vraiment l'intégralité. Après, si on veut même aller plus loin, alors là, clairement, quand on commence à avoir 500 services, je vous garantis qu'il faut le déchiffrer pour voir vraiment que tel service appelait ça. Mais là, le point, c'est que moi, je génère des erreurs un peu aléatoires. Et là, on peut identifier rapidement qu'à un moment donné, je ne sais pas si vous aviez vu sur le graphe précédent, il y avait 3 erreurs. On voit où est-ce qu'il y a eu des erreurs et que ça va nécessiter de notre côté de la vigilance, de l'investigation pour voir mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Et justement, donc, si on veut exploiter ça, on va pouvoir aller justement utiliser l'outil Datadog que je te remette sur ça et dire peut-être. Exactement, peut-être, voilà. On va être capable de trouver où était cette erreur, donc en cherchant peut-être sur le statut, ou même, ce qui est intéressant aussi, des fois, c'est pas juste l'erreur, c'est juste la durée. Pourquoi est-ce que certaines sont beaucoup plus lentes que d'autres? Ça coûte de l'argent et ça coûte à notre utilisateur. Mais voilà, en allant voir la trace, on est capable de comprendre ce qu'il en est. Alors, peut-être que dans ce cas-là, ça ne va pas être suffisant pour vous. Auquel cas, vous allez pouvoir vous connecter aux logs qui sont relatifs à cette exécution. Donc, les logs, on en a déjà parlé un peu de qu'est-ce que ça signifie que de reporter des logs sur une Cloud Function. Donc, voilà, les voici toutes pour cette exécution spécifique. D'ailleurs, ici, tiens, voilà, on voici une erreur. Donc, on va pouvoir aller voir. Voilà, là, c'est moi qui la génère, l'erreur. Donc.
Voici maintenant l'intégralité des logs qu'on va vouloir regarder. Par magie, je vais ouvrir un tab qui est Alors, je déjà suis sur loadé. mon téléphone, hein, vous en faites pas, c'est pas Datadog qui lance, c'est juste mon téléphone. Voici donc la solution de logging de Datadog où donc, on avait connecté tous les logs des lambda. Les voici ici. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette solution de logging? Rapidement, juste pour vous montrer ce qui est intéressant en général, c'est quoi? Ça va être de filtrer sur les erreurs, ça va être de comprendre peut-être le scope des fonctions sur lesquelles il y a eu des erreurs. C'est-à-dire que si je prends un seul événement, je vais avoir ici donc les logs chez Amazon, voilà, des fois c'est un peu brut. Donc une fois connectés à Datadog, ils vont être ensuite parsés, ils vont être ensuite analysés. Donc vous êtes capable d'extraire en fait tous ces éléments d'information, leur redonner une sémantique. S'ils sont intéressants pour vous, vous allez être aussi capable de créer des filtres dessus. Donc on appelle ça des facettes. Si vous créez une facette là-dessus, vous êtes capable de vous en servir comme colonne, de filtrer sur cette valeur, voire de faire de l'analytique que je vais montrer juste après. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ces éléments-là? Il peut aussi y avoir des variables intéressantes pour vous, pour ce que vous faites. S'il y a un identifiant d'utilisateur, c'est typiquement le genre de choses sur lesquelles vous aurez envie d'être capable de filtrer. Et ensuite, si je vais vous montrer… Parce que là, c'est vraiment, on commence à parler sur l'investigation fonctionnelle. Alors là, les correlation ID, ils ne sont pas apparus comme ça, c'est pas Amazon qui va les mettre, c'est moi, sur mon code, qui, au moment où j'arrive sur l'API A, je vais générer un UID que je vais transmettre à l'intégralité des services. Donc là, c'est juste pour montrer que c'est moi en termes de développeur qui ai dû mettre en place ça, parce que comparé à des outils type Java ou quand on fait du microservice, on a des solutions pré-packagées aujourd'hui de type Zipkin qui fait ça tout seul. C'est génial, mais aujourd'hui, quand on fait du serverless, malheureusement, ça s'intègre mal. Donc là, c'est moi en tant que développeur qui ai dû mettre en place ça sur mes différents handlers de fonctions et qui ai dû faire transiter donc cette information fonctionnelle sur l'intégralité de mes services. Donc que ce soit du Kinesis, du SNS, j'ai dû trouver des champs non exploités entre guillemets pour passer cette information qui puisse plus tard être récupérée sur Datadog, analysée, tracée et comprendre aujourd'hui comment fonctionnellement notre application s'est comportée et justement nous permettre encore plus de comprendre aussi son fonctionnement, ce qui ne s'est pas bien passé, etc. Exactement. Donc maintenant, certains types d'événements vont porter plus ou moins d'informations. Et si je regarde par exemple le rapport de l'exécution d'une fonction, elle va contenir l'information qui est le coût, la durée pour laquelle vous allez devoir payer. C'est un peu le nerf de la guerre dans le serverless. C'est vraiment d'être bien capable d'être intelligent sur la durée que va prendre votre fonction. Et là, justement, un exemple d'exploitation, moi, je l'avais fait chez un client, c'est que en fait, cette information, en fait, elle a vraiment sa pertinence parce que non pas que le temps, c'est de l'argent, mais même dans vos processus de développement. Moi, j'avais mis en fait justement de l'alerting dans les process de déploiement, d'intégration de déploiement continu, où, par exemple, quand un développeur, allez, on va troller un peu, je suis stagiaire, je ne sais pas encore faire beaucoup d'algorithmique et je fais 3 boucles for imbriquées qui prennent 1 seconde de traitement. Et là, moi, je sais que j'avais mis en fait un indicateur pour dire, écoute, quand ton code, en fait, suite à un nouveau déploiement par rapport à la valeur précédente, t'augmente de 25% ton temps de billing, on est notifié, non pas pour fliquer et dire, ah mec, t'es tout pourri en code, apprends à faire de l'algorithmique, etc. Non, c'est juste pour lui dire, écoute, pourquoi? Alors, ça se trouve, c'est tout à fait justifié parce qu'il y a eu un besoin fonctionnel qui nécessite une plus grande complexité de l'interaction avec d'autres services, etc. Ou alors, c'est juste que il a fait 3 boucles for et dans ce cas-là, on va pouvoir faire de la code review. On va pouvoir faire vraiment… au final, on en parle énormément, c'est tout ce qui est Craftman. Et là, on peut vraiment exploiter ça, dire en final, ton code, il a intérêt d'être propre parce que derrière, tu payes. Je prends l'exemple j'ai une fonction qui dure 1 seconde, je l'optimise, elle dure 500 millisecondes. C'est 50% d'économie sur votre facture. Si j'ai 10 millions d'exécutions, même si là j'en suis à $2, j'aurais payé juste $1. Donc, c'est vraiment au final derrière le nerf de la guerre. Et au final, tous les principes de Craftman prennent vraiment leur importance ici. C'est que avant, on se disait non, mais c'est bon, j'ai du CPU, j'ai du compute, j'ai de la RAM. On va juste faire un gros scale horizontal ou vertical pour dire c'est bon, je m'en fiche, j'importe l'inter entière. Je mets les 4 gigas de Spring Boot, etc. et ça se passe bien. Maintenant, là, on va aller vraiment à la recherche de dire, au lieu d'importer l'intégralité des dépendances AWS SDK, par exemple, on va commencer à optimiser. D'ailleurs, je vais juste importer la partie DynamoDB parce que c'est juste la partie que j'utilise. Et derrière, c'est ces petites optimisations-là qui vont apporter de la valeur, qui vont apporter au final de la qualité dans votre code parce que vous allez être forcé de faire cet exercice.
Et du coup, derrière, c'est uniquement grâce à des outils justement comme Datadog qui vont vous permettre d'exploiter ces informations vraiment à son paroxysme. Voilà, bon, alors. Je t'embête souvent. Ah, non, pas du tout. Mais moi-même, je vais me limiter. Il y a tellement de fonctionnalités que je pourrais passer des heures. Donc, ça ne sert à rien de faire tout ça. Qu'est-ce qui est utile? On a regardé cette métrique assez intéressante qui est combien ça vous coûte. C'est quelque chose que vous pouvez aussi grapher. Hein. Les événements, on peut aussi en extraire des métriques. Après, vous devinez, hein, ça se reconnecte aux autres dashboards, ça se reconnecte au système d'alerting, ça se reconnecte à tout ce qu'on sait faire à Datadog. Donc là, par exemple, si on se met à afficher finalement la build duration totale sur la durée, vous êtes capable de le voir, de le refiltrer. À vous de faire des calculs avec le pricing. Voilà. Dernière chose peut-être qui est… un truc qui claque, le live. Parce que juste ça, c'est à chaque fois. Exactement. Moi, c'est l'effet wow, tu dis quand même, c'est puissant. Je relaisse le pattern pour plus tard ou tu veux le live si direct? Non, le live. Live. Le live mode, qu'est-ce que c'est? C'est comme un tail F, c'est vraiment en temps réel afficher tout ce qui est ingéré par Datadog en termes de logs qui nous sont envoyés. Donc, c'est quoi la différence avec l'Explorer que je viens de vous montrer? Au-delà du fait que c'est beaucoup plus rapide parce que c'est vraiment du temps réel, encore, il y en a tellement là qu'on affiche qu'on les sample, on vous en montre 15 sous-ensembles, sinon on a essayé. Hein, avant qu'on implémente le sampling, on a eu plusieurs chromes qui crachent instantanément, ça va extrêmement vite. Donc, de toute façon, ça ne vous sert à rien que d'en avoir plus que la vitesse de défilement de vos yeux. Ouais, mais c'est classe. Et une fois qu'on fait ça, l'intérêt principal aussi, c'est que Datadog est capable d'ingérer énormément de logs. Après, ce qui coûte cher, vous à la facture pour Datadog, mais surtout nous, opérationnellement, c'est de les indexer. Donc, on est vraiment capable de distinguer ce qui est ingéré de ce qui est indexé. Donc, vous êtes capable, si vous voulez, à moindre coût, de nous envoyer tous les logs, même les logs de debug, aucun problème. Dites juste que vous voulez juste indexer au-dessus de l'info. Vous payez pour ces logs intéressants. Et le jour où vous avez besoin de vos logs de debug, en fait, ils sont accessibles dans ce Livetail. Ils sont là. Donc là, vous les avez tous. Donc voilà, vous avez ça for free. Et s'il y a un moment où vous avez quand même besoin de les garder, disons, je ne sais pas, vous avez un outage, vous avez un incident et qu'après, a posteriori, ça vous intéressera de voir les logs debug de ces 10 minutes où il y a problématique, vous pouvez juste cliquer dans l'interface sur « Gardez-le pendant 10 minutes ». Ça vous coûtera un moindre coût pour vous comparé à votre facture au mois, mais ça a une valeur inestimable comparé à devoir aller retoucher les configs de tous vos serveurs pour réactiver le log debug, qui est peut-être quelque chose que tout développeur a fait au moins 150 fois dans sa vie. Et c'est pareil, là, en parlant du debug, c'est qu'aujourd'hui, là, j'ai 6 fonctions, trois fonctions qui se battent en duel, c'est facile d'aller sur les fonctions, d'activer le log debug. Mais après, c'est pareil, le concept du serverless, quand j'avais 250 fonctions avec des cheminements qui étaient vraiment divers et variés, et je pouvais passer dans 15 fonctions, je n'allais pas me connecter à la console et mettre en debug. Et du coup, c'est pareil, c'est des challenges et des concepts à prendre quand on développe. Et aujourd'hui, moi, sur mes fonctions, j'ai activé un mode où je traite certains headers, des headers custom. Non, malheureusement, vous ne le voyez pas. J'envoie un header dans ma première request qui s'appelle debug log enabled. Et juste parce que je vais faire cette requête-là, ça va positionner toutes les requêtes de ce cheminement. Donc en gros, un peu tous les différents trajets là, en mode debug. Et donc, je vais commencer à pouvoir cracher du log debug et à comprendre vraiment, donc, à un instant T, toutes mes requêtes qui arrivent, je vais pouvoir les interpréter. Je peux resimuler l'envoi d'un payload et positionner ce flag-là pour être sûr que l'intégralité de mes fonctions à un instant T, vont passer en mode debug et je ne vais pas me taper toutes les configurations des déploiements, tout ce que vous voulez. Et donc, voilà, là, j'ai activé le mode debug. Et bon, là, on ne va pas forcément, j'en crache pas énormément de log debug. Mais après, on peut aller dans… on va voir au final le nombre de log debug qui arrivent. Et comme ça, je vais, s'il y a un incident, avoir la capacité de les traiter, de les analyser, etc. etc., etc. Ouais, bon. Qu'est-ce qu'on peut leur montrer encore? Il y a plein de choses. Éventuellement, les patterns, peut-être le tout dernier sur les logs qui est excitant. Ce qui est intéressant, quand vous avez des milliers, millions, si ce n'est plus de logs à un endroit, vous allez pouvoir scroller. Souvent, ça a toujours la même tête. Ce que peut faire Datadog pour vous, c'est de tous les regarder dans leur ensemble et de voir qu'est-ce qui ressemble à plus ou moins la même chose. Donc voilà, l'effet démo fait que ça ne veut pas. Bon, c'est pas grave, on va se débrouiller. On va se débrouiller. Et extraire les patterns, qu'est-ce qu'il y a en commun? Alors, des fois, ça va être… vous allez reconnaître en fait littéralement votre code dans votre log. Je ne sais pas n'importe quel langage vous faites, mais votre log.info, quelque chose où il y a une variable dedans, on va reconnaître qu'il y avait eu effectivement une variable. On va extraire la variable et on va vous dire, voilà, il y a cette log-là qui est apparue. Ça apparaît plus ou moins tant de fois.
Et du coup, au lieu de devoir cliquer partout, quels sont mes debugs, quels sont mes infos, quels sont mes ceci, mes cela, pour essayer de trouver un peu ces événements rares, l'outil de pattern matching, qui est extrêmement fonctionnel au-delà du scope de la démonstration, vous permet de faire ça. Et en plus, c'est bien parce que c'est du machine learning, parce que tout le monde aujourd'hui fait du machine learning. Et à un moment donné, si on ne fait pas de machine learning, on est has-been. Donc voilà une petite fonctionnalité de ML qui est sympa. Après, il faut trouver son utilité. Mais clairement, par exemple, aujourd'hui, on peut arriver à identifier des attaques DDoS, justement parce qu'il y a des patterns, il y a des robots. La personne a 10 000 robots qui font des calls URL, mais avec des petits paramètres qui changent. Humainement, voilà, faut arriver à les comprendre sur une complexité avec 100 services avec des logs. On est clair et net là-dessus. C'est pas humainement ridable. On peut pas le dire pour un humain. Mais par contre, justement, les pattern matching va pouvoir identifier, dire, hey mec, attention, il y a cette URL là. Au final, il y a toujours le même pattern de call, même s'il y a des paramètres différents, qui est appelé par différents endroits, différentes IP. Ça se trouve, il y a quelque chose, à toi de l'analyser. Donc voilà, un des use cases d'exploitation de ce type-là. Voilà, je crois que pour moi, c'est tout bon au niveau des mots. Du coup, est-ce que vous avez des questions? Et après, on pourra switcher sur le talk. Ça va, et 1 heure pile poil, 1h01. Et ça, c'est quand même de la synchro. Calibré. Bon, on a 10-15 minutes de questions, si vous voulez. Ouais. Dans le cadre d'une gestion d'infrastructure avec Terraform et les frameworks serverless qui génèrent du code CloudFormation, comment est-ce que vous gérez cette intégration? Parce que Terraform permet de gérer des lambdas, mais en même temps, les frameworks serverless, visiblement, on peut tester plus rapidement avec CloudFormation. Comment ça se passe? Je ne sais pas si je suis clair. Non. Non, en fait, c'est quoi? C'est sur la différence Non, c'est comment est-ce que, en gros, vous gérez deux codes différents, c'est-à-dire le code CloudFormation d'un côté pour tout ce qui est serverless et le code Terraform pour tout ce qui est infra AWS Après, là, c'est plus des convictions. Moi, généralement, je préconise d'utiliser un seul langage. On peut aussi faire du serverless en Terraform. C'est plus barbu. Il faut s'y accrocher. C'est pas forcément dédié pour en avoir fait. Mais on peut très bien faire tout en Terraform. Alors là-dessus, j'ai eu des cas de figure où ça a été le cas. Et clairement, moi, j'ai une séparation. C'est que vraiment, le code, en gros, serverless avec les outils serverless de type ça, au final, la connexion, les fonctions, l'API Gateway, SNS, Kinesis, tout ça, c'est fait via du SAP, du Serverless Framework, etc. C'est facile d'intégration. Mais après, toute la partie pure infra, donc là, c'est vraiment des stacks différentes parce que ça n'a rien à voir avec mon application au final. C'est juste des stacks génériques de type je déploie un CloudTrail, du config, enfin tout ce qu'on veut derrière. Donc après, c'est vraiment juste une séparation de dire j'ai de la config infrastructure globale sur mes comptes et j'ai mon déploiement de mon infrastructure as code pour mon application. N'importe quelle application. Donc après, c'est juste une séparation, on va dire un peu sur la structuration de tes projets. Ouais. Non, c'était toi. Il y en avait pas. J'avais pas vu la main levée ou alors. Alors oui, j'ai testé OpenFaaS et peut-être que monsieur en parlera. Il y a un super autocollant dessus. Alors moi après, là c'est pareil, c'est ma conviction. Aujourd'hui, on m'en parle souvent, surtout quand je parle, j'ai un talk sur l'écosystème serverless. On dit ouais, OpenFaaS, c'est génial, etc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le FaaS, c'est quand même un concept et il y a une complexité qui est apportée par le principe du FaaS qui est quand même pas des moindres. C'est aujourd'hui, en plus, on va dire, on se tire un peu une balle dans le pied, on se dit, je vais faire du FaaS sur du Kubernetes. Pour moi, l'avantage du serverless, c'est vraiment que j'ai rien à gérer. C'est que là, je prends l'exemple parfait, c'est la faille Meltdown, tout le monde en a entendu parler, peut-être la faille Intel, où en fait tout le monde a dû mettre à jour les OS, Datadog y compris, enfin tous ceux qui font de la machine virtuelle, a dû mettre à jour, a dû patcher sa machine. Enfin, j'espère que pour tout le monde l'a fait. Datadog, serverless, j'ai rien à gérer. Lambda, j'ai absolument rien à gérer. Aujourd'hui, c'est contractuel avec AWS, c'est que c'est même pas de ma responsabilité de gérer l'OS. C'est eux qui me garantissent que mon OS est patché, sécurisé, etc. Donc derrière, entre une exécution, je sais même pas que ça a été mis à jour. Donc, j'ai rien de gérer. Je fais de l'OpenFaaS, c'est que déjà, c'est à moi de gérer la scalabilité de mon cluster, de gérer les workers, etc. en termes de temps d'exécution, d'optimisation pour tout ce qui est over-provisioning, coûts, etc. Donc, ça, c'est déjà pas des moindres à gérer. Aujourd'hui, quand on gère des gros clusters cubes, j'en ai fait. C'est quand même barbu si on veut commencer à vraiment être aux petits oignons, à faire de l'optimisation de coûts là-dessus, dire ah là, tu vas faire du clean draining dès que je veux justement scale down, etc. Faut y aller. Donc déjà, c'est la première contrainte. Et deux, c'est que pareil, j'ai la Meltdown.
qu'est-ce que je dois faire derrière? Ça se trouve, j'ai 11 000 VM, 11 000 nœuds. Dans justement, j'en discutais avec un ami, enfin, des infrastructures comme ça existe. Ben, tu dois mettre du temps pour mettre à jour tous tes nœuds, patcher, gérer tes OS, etc. Et donc, alors OpenFast, pour moi, c'est juste, le projet est super bien, mais c'est juste se rajouter de la complexité parce que derrière, on a toujours la partie cube à gérer. Et au final, c'est ça qui est gourmand en termes d'opérationnel. Donc, j'aime bien la solution, j'ai même contribué dessus, mais aujourd'hui, la gestion du cluster cube, c'est pas à la portée de tout le monde, quoi. Et si on veut vraiment arriver à ce niveau de scalabilité, aujourd'hui, on paye vraiment la consommation. On ne va pas payer des workers où j'ai un pod dessus et derrière, c'est parce que j'ai des workers avec 64 CPU, etc. Derrière, l'overprovisioning, il est juste monstrueux, quoi. Et moi, aujourd'hui, je prône le Green IT, donc je prône le fait que c'est optimisé derrière. Désolé, hein, mais c'est bien, mais voilà. Après, c'est une conviction. Peut-être qu'il y en a qui l'ont fait à scale, etc. et qui a creusé. D'autres questions? Une main levée ou pas? Non, non, personne. Ouais. Ah. Ouais. Alors justement, toi, t'en parles, et justement, il y a une mise à jour d'OS, d'AWS, Linux 2. En gros, ils vont passer vraiment, donc c'est un changement assez impactant. Comme tu disais, c'est que, par exemple, je fais du packaging avec du Python. Et le problème avec le Python, c'est que moi, si je fais de l'installation des dépendances sur mon post Mac, ça va pas marcher sur Lambda parce que il faut les paquets par rapport à, par rapport à mon OS, etc. Enfin, tous les différents paramètres, de dire qu'il faut que ce soit compatible avec Lambda. Et du coup, là, clairement, ceux qui faisaient des lambda Python vont être impactés par cette mise à jour à Amazon Linux 2. Donc là, ils s'y prennent 6 mois à l'avance. Ils ont communiqué de partout. Ils ont affiché leur roadmap de transfert, de migration, de bêta testing pour tester justement les nouvelles lambda avec les nouveaux OS Amazon Linux 2. Donc, ils nous donnent vraiment toutes les billes pour le faire. Et en termes de packaging, il y a LambCI qui existe. Donc, c'est un projet open source qui, en gros, propose des images Docker avec les OS de lambda. Donc, en gros, quand moi, par exemple, j'installais, je sais pas, une dépendance spécifique à un OS qui avait vraiment besoin d'une ressource, je compilais et je téléchargeais l'intégralité de mes dépendances Python dans ce Docker-là. Et comme ça, je garantissais, vu que c'est tamponné par AWS, je garantissais que j'étais dans l'environnement cible pour compiler mon projet. Donc, regarde LambCI, il propose l'intégralité de runtime pour justement compiler ces projets dedans et garantir que tu es ISO quand tu packages ton application, tu es ISO avec l'environnement d'exécution et de run. Ouais. Au final, il n'y a pas de question Datadog. À Bordeaux, il se faisait harceler. Ouais. Ouais. Alors là, en tout cas, sur la partie X-Ray, aujourd'hui, c'est comme un APM. Donc déjà, oui, ça s'intègre dans le code. Et on peut créer des segments. On peut faire aujourd'hui comme un APM, comme celui de Datadog, etc. C'est juste que il n'a pas besoin d'agent parce qu'il est interfacé directement avec AWS. Donc, c'est le même niveau d'intégration, AppDynamics ou autre. C'est pareil, ils ont besoin d'agents pour remonter ces informations-là. Donc aujourd'hui, ils ne sont pas compatibles encore serverless. Et à la différence donc de X-Ray où là, en fait, c'est AWS qui se dépatouille dans son truc. Où pareil, je vais mettre des décorateurs en Python, des annotations en Java pour dire tiens, scanne-moi ça, soit compatible avec MySQL, soit compatible avec les requests. J'ai juste à faire quelques déclarations. Alors, j'invite à regarder mon code qui est sur mon GitHub. Mais clairement, oui, je peux exactement monitorer tout ce que je veux, me plugger sur l'intégralité de mes fonctions. Enfin, là, j'ai mis clairement le strict minimum où j'ai clairement 3 lignes de code pour déclarer ça.
et remonter ce type d'information. Je peux très bien aller beaucoup plus loin et dire, bah, tiens, juste cette partie-là de code fonctionnel, je peux le monitorer et avoir des débuts, des fins et le voir dans mes traces, le voir dans mon service map, etc. Aujourd'hui, en fait, Datadog s'interface à X-Ray. Il récupère toutes les informations de X-Ray. Et donc, lui, en fait, il va les afficher. Et là où AWS, par exemple, ne le fait pas, parce que aujourd'hui, c'est clairement pas encore leur boulot, c'est de faire le lien. C'est que là, j'avais mes traces. En 2 secondes, je cliquais sur une trace, je voyais les logs associés. De mes logs associés, je pouvais remonter de l'information. Je pouvais même remonter, aller voir certaines métriques, etc. En fait, aujourd'hui, la capacité, c'est la capacité de mêler, enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez de mon schéma, c'est de mêler ces 3 piliers, de les corréler. Et aujourd'hui, sur AWS, je vais sur AWS X-Ray. Si je clique, je ne vais pas avoir les logs associés. Il va falloir que j'aille sur CloudWatch, que je fasse une recherche. Enfin, c'est impossible d'utiliser en mode production. Par contre, Datadog, là-dessus, c'est je fais un clic, j'ai toutes les informations à ma disposition pour justement arriver à comprendre vraiment à ce moment-là, à l'instant T, qu'est-ce qui s'est passé. En termes de mes trucs, ma charge CPU, ma charge RAM, ma charge network, ma connexion à base de données, combien de temps elle a pris, etc. Et je peux vraiment, à un instant T, j'ai repéré une erreur, voir tout le contexte de l'environnement d'exécution pour dire, mince, ok, ça venait de là à ce moment-là, c'est pour ça qu'il y a eu l'erreur. C'est ça. Mais les coûts associés de sortie de données en fait, d'AWS, ça coûte aussi. Donc, est-ce qu'il y a une estimation, évidemment, à la limite comme ça, pour justement 1 million de logs, globalement, combien ça coûte pour monter ces logs-là dans votre code? Alors là, on va toujours avoir le même coût côté Datadog parce que derrière, c'est le coût de l'ingestion. Par contre, après, oui, aujourd'hui, on paye en plus. Le service X-Ray, je le paye. Le service CloudWatch, je le paye. Bon, même si aujourd'hui, vu que les logs ils sont streamés à Datadog, le service, en gros, il n'y a pas de rétention côté CloudWatch. Donc, on peut vraiment jouer là-dessus, diminuer et dire, de toute façon, les logs, ils sont envoyés directement. Donc, CloudWatch, la facture, c'est peanuts, même peu importe le volume, ils sont streamés directement. Il y a le coût du streaming, mais oui, aujourd'hui, justement, c'est ça le problème, c'est qu'on va devoir payer ces coûts supplémentaires parce que on n'a pas encore un instant T de compatibilité. Après, c'est comme je disais, c'est juste que c'est pas la priorité. Enfin, serverless, là, on a bien vu dans la salle, il y a 2 personnes qui ont levé la main sur de la production. Comparé aujourd'hui, qui connaît Kubernetes dans la salle? Bon, voilà. Enfin, on voit un peu le pourquoi aujourd'hui. Datadog met clairement l'accent sur tout ce qui est containerisation, tout ce qui est Kubernetes. Et là, l'APM, il est juste parfait pour capter toutes les informations et de la remonter. Je ne sais pas si tu as… Non, c'est ça, c'est bien résumé. Bon, pour le point spécifique du network, effectivement, il y a ce coût de network sorti de votre account vers celui de Datadog qui, en plus, je ne suis pas l'expert billing des logs, donc je n'ai pas les ordres de grandeur. Je dirais que c'est… Ouais. En fait, ça dépend en fait, de la taille des logs en tant que tel et de comment ils sont batchés parce que nous, le paiement est par nombre d'événements, par nombre de logs et pas par gigabytes. Donc, voilà. Donc, il peut avoir plusieurs coefficients entiers de différence. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas vraiment donner d'ordre de grandeur. Mais en général, c'est quand même bien en dessous du coût de nous d'indexer la chose. Donc, ça fait partie de la chose, mais c'est minoritaire dans la somme totale. Voilà, là, j'en suis à $8 sur côté Kinesis. CloudWatch à $14. Et c'est pas optimisé. Là, comme je disais, j'ai déployé un peu en mode un peu n'importe comment et sans optimiser la partie Kinesis, optimiser la partie CloudWatch. Donc, et pourtant, je commence à quand même à envoyer. Ouais, ça va très très vite. Allez, dernière question, parce que je remarque qu'après, on a tous envie de savoir Kiali, voilà. Kiali, voilà. Moi, j'ai envie de savoir, je ne connaissais pas, donc. Ouais. Ouais. Oui, mais l'objectif, en fait, quand je disais sur la partie mettre des alertes quand il n'y a pas eu le succès, c'est on peut quand même, enfin, justement, ça sera là le rôle du développeur. Alors aujourd'hui, on parle de TDD, Test Driven Design, on parle même d'Observability Driven Design. Et donc, c'est notre capacité, en fait, justement, à sensibiliser les développeurs à dire aujourd'hui, ça vous incombe, surtout maintenant dans le serverless, moi j'appelle ça du DevOps native, c'est que derrière, on n'a plus d'ops qui vont dire ah, tiens, c'est bien, ça marche bien parce que
c'est le provider qui garantit, c'est les développeurs qui vont être responsabilités à mettre tous ces outils, ces loggings, cette capacité de dire, ben là, à un moment donné, ça s'est pas bien passé. Et du coup, j'arrive maintenant à identifier que j'ai pas eu le succès. Et l'outil d'observabilité, il va pas te dire, bah, tiens, il va arriver à comprendre ton système mieux que toi. C'est à toi de mettre ces différents éléments de compréhension. Par contre, il va te permettre de comprendre ben, justement les états internes de ton système, de dire, OK, il y a un truc qui s'est pas bien passé. J'ai eu un message d'entrée, par exemple, dans le cas où mon client a perdu quatre messages. Ben, on aurait pu identifier le fait que ben, le message n'avait pas bien transité, que ben, y a 10 messages qui sont arrivés en entrée et j'en ai eu que 6 à la sortie. Et à ce moment-là, ben, identifier ça et l'outil d'observabilité, il va juste te permettre de dire, OK, il y a un truc qui s'est pas bien passé. Maintenant, je peux comprendre l'état de mon système, les entrées, les sorties, son comportement à un instant T dans une timeline. Et remonter dire, ah ok, c'est peut-être qu'il y a eu à un moment donné un surcharge, un log sur ma base de données parce que j'ai eu la métrique à ce moment-là, j'ai pu le voir. Au moment où j'ai mon log où je vois l'erreur, ben, qu'il s'est passé ça. Ou alors parce que j'ai eu un log et ben là, je vois que j'ai une erreur incohérente dans un payload qui a créé je ne sais pas quoi. Donc en fait, l'outil d'observabilité va juste vraiment te permettre de comprendre ton système. Mais après, c'est à toi de détecter au final quand ça se passe pas bien. Il va pas enfin, même si maintenant on fait tous du ML, etc., et qu'il y a des solutions de team pattern et encore sur d'autres solutions qui vont te proposer de la prédiction de panne, etc., et de l'identification quand toi tu n'y as même pas pensé. Mais bon, clairement, c'est pas encore du tout mature. Enfin, ça va pas te dire, hé mec, tu as perdu 4 messages si jamais tu n'as rien remonté comme information, que tu n'as pas mis les entrées, les sorties, etc. Non, 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 non. C'est juste, ça va donner aux autres la capacité de comprendre un système de cette mesure. C'est que même s'il a un Amazon, comme il disait, ils ont des clients qui, type Netflix ou autres, qui ont plus de 500 services, il va juste te donner la capacité rapidement, on peut en 2-3 clics, de remonter à un instant T, peut-être 3 heures avant, sur le système, le 450e service sur les 500, et de remonter ces logs à ce moment-là, d'où les scanner, de revoir le lien sur les traces, etc. Là, je le monte sur 6 applications, mais sur 500 services, on a la même capacité, c'est aussi rapide de remonter sur l'intégralité des logs, de voir les traces, etc. Voilà, du coup, merci beaucoup, en tout cas, et je vais passer la main et je vais arrêter de partager mon écran. Bonsoir. Merci d'être resté. Il y a quand même à manger de la bière. Tout le monde part. Je vais vous parler un peu de Kiali. Donc, apparemment, personne ne connaît Kiali. On a vu l'observabilité en serverless. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui connaissaient Kubernetes. Et je voulais savoir qui connaissait Istio. Il y en a beaucoup moins. Vous allez voir que en fait, Kiali, c'est, spoiler alert, c'est l'interface web de Istio. Voilà. Merci. Alors, je me présente rapidement, je ne vais pas faire de page de pub. Moi, je suis Laurent Grangeau, organisateur du Meetup Serverless avec Patrick et deux autres, Ludo et Adrien, que vous avez déjà vu peut-être. Je suis Cloud Solution Architect chez Sogeti. On recrute évidemment. N'hésitez pas à venir me voir. Voilà. Et je fais beaucoup de talks autour de OpenFaaS. Je n'ai pas vu qui c'est les questions, mais je pourrais y répondre aussi. Et donc, je vais vous parler de Kiali. Donc, Kiali, en fait, c'est quelque chose qui vient avec Istio. Et quand vous installez Istio, vous pouvez installer en plus des plugins, donc comme Kiali. On va voir tout à l'heure comment ça fonctionne. Grafana, Prometheus et Tracing, en fait, derrière, c'est Jaeger, en fait. C'est l'implémentation de Open Tracing qui est maintenant devenue Open Télémétrie, la fusion entre Open Tracing et Open Census. Je me dépêche, hein, tout le monde a faim, tout le monde a soif, il fait chaud. Et deux autres paramètres pour pouvoir exposer, et vous verrez tout à l'heure. Donc, ceux qui ne connaissent pas Istio, ça fait énormément de choses. Ça s'installe sur un cluster cube et ça permet de faire normalement du routing, du blue-green deployment, du canary release, de la sécurité, de l'autorisation, l'authentification, etc., etc. Et ça permet aussi de remplacer le ingress de Kubernetes, en tout cas une des implémentations, pour être un peu plus fin. Et en fait, quand on installe Kiali et les autres composants, on a besoin, dans un premier temps, d'exposer le dashboard via un ingress.
Et comment on fait ça avec Istio? En fait, on va créer un ingress gateway et on va l'associer très facilement avec, je ne sais pas si vous voyez bien dans le fond, mais grosso modo, on crée un ingress gateway et on lui dit, voilà, tu te branches sur le port 15.0.31. Donc ça, c'est le port qui va être exposé à l'extérieur. Et tu te branches sur n'importe quel host. On pourrait faire du naming si on avait le nom d'un host, mais moi, j'ai autorisé tout. Une fois qu'on a un ingress créé ici, donc on a l'adresse IP externe qui a été exposée, le port, mais il va falloir dire à l'ingress où router toutes les demandes. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va exposer une route, ce qu'on appelle un virtual service dans Istio, et on va matcher le port 1531 avec notre service Grafana en interne du cluster. Donc là, on a exposé le service très simplement et très rapidement avec Istio. Et enfin, on va définir une destination rule. Une destination rule, c'est un peu, grosso modo, comment on va gérer le trafic si, par exemple, on expose plusieurs points ou plusieurs services. Et ça, on verra tout à l'heure comment on fait du blue-green du canary. Évidemment, là, je l'ai fait avec Grafana. On va le faire avec Prometheus, avec Kiali et avec Jaeger, avec le tracing. Voilà, j'ai un slide pour ça. Donc, j'ai très peu de slides, j'ai beaucoup de démos, mais je vais être assez rapide. Ça, c'est une application qui est fournie avec Istio, une application d'exemple qui s'appelle Bookinfo. Et le principe, c'est qu'on a plusieurs microservices qui sont déployés dans des pods Kubernetes. Et chaque microservice a son rôle. Et en fait, on va avoir une espèce de bookstore avec une product page en premier qui va taper de manière équivalente une review qui va n'afficher aucune étoile, une review V2 qui va afficher des étoiles en noir et une review V3 qui va afficher des étoiles en rouge et qui vont être backées sur un microservice qui s'appelle rating. Donc, il va donner un peu le rating du bouquin. Et en fait, quand on déploie dans un namespace qui contient Istio, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer des proxys Envoy. Je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est un proxy level 7 qui va permettre de faire du routing. Et c'est ce proxy-là qui, lui, va intercepter tous les calls. Et vous voyez que les calls sont faits non pas de microservice à microservice, mais de proxy envoy à proxy envoy. Donc, dans Istio, on va avoir deux choses. On va avoir un control plane et un data plane. Le data plane, c'est ce que je vous montre. Et le control plane, c'est tous les composants, je ne vais pas rentrer en détail dedans, c'est tous les composants qui vont permettre d'injecter la configuration à chaud des proxys. Ça veut dire qu'on va pouvoir piloter complètement les proxys ici qu'on a injectés en sidecar et on va leur injecter des comportements. Voilà un peu pour le setup. Et maintenant, je vais passer aux démos. Je vais changer de micro. Vous m'entendez? Ouais. Ça va. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, Kiali, ça ressemble à ça. Ce n'est pas aussi beau que Datadog. Hein. Voilà. Peut-être un peu zoomé. Mais grosso modo, ça va vous représenter un peu tout ce qui se passe sur votre cluster cube. Donc aujourd'hui, là, on ne va pas se focuser sur l'Istio System, c'est vraiment le truc qui est installé par défaut. Mais on va se focuser sur les 4 applications qui sont installées. Donc on a 4 applications qui sont les détails, product page, ratings and reviews, qui sont les 4 microservices que j'ai déployés. Si on clique sur les détails, on va voir que donc on va avoir le workload. Le workload, ça va correspondre à un pod en fait qui est installé dans le cluster et un service qui va exposer ce pod. Donc là, évidemment, détail, ça n'a qu'un pod et qu'un seul service. Mais si on clique sur, je sais plus, reviews, voilà, on a bien nos reviews V1, V2 et V3 et notre service qui est exposé. Ça, c'est un peu pour vous montrer rapidement ce que c'est, ce qu'affiche Kiali. Et il est capable aussi d'afficher un graphe. Pour ça, je vais générer un peu de trafic pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, mon application est ici. Et si vous regardez, assez simplement, quand je rafraîchis, donc je vous ai dit la première fois, il n'affiche aucune étoile. La deuxième étoile, il affiche des étoiles. La deuxième fois, il affiche des étoiles en noir. Et la troisième fois, des étoiles en rouge. Donc, si je rafraîchis énormément,
pour générer un peu de trafic, mais on ne va pas faire ça à la main. Vous allez voir que ici, normalement, avec un petit peu de temps de latence, voilà, j'ai un joli graphe qui va me représenter ce qui est dans mon cluster. Et là, ça commence à devenir très intéressant. En fait, on va voir tout le trafic que a pris mes rafraîchissements, mes chemins, pardon. Et voilà. Et là, il affiche complètement. Vous avez vu que donc on a l'ingress Istio ici qui expose mon application. Donc, mon application est exposée sur port 80 pour le coup dans l'ingress. Ici, on va taper sur la product page qui va taper le pod en V1 et qui lui va taper le detail en V1, les reviews en V1, V2 et V3 et les ratings en V1. Et comme je suis un gros feignant et que j'ai un peu envie de vous montrer des choses qui fonctionnent, ça c'est pour une prochaine fois. Hop, je vais faire du curl, voilà, pour bien taper et pour que ça génère un peu de trafic. Et pourquoi je vous fais ça? Parce que vous allez voir que ça se rafraîchit tous les 15 secondes. Vous allez voir un peu le trafic qui va être distribué et surtout, on va pouvoir voir le trafic. Je ne sais pas si ça se voit très bien au fond, mais grosso modo, on va voir les pourcentages de routing en temps réel. Et je ne vous ai pas menti, on a bien 50% détail, 50% reviews. Et dans les reviews, 33% en V1, V2, V3. Et là, tout est OK, tout est nickel. J'ai bien mes 100% de succès sur OK. Donc, il n'y a aucun problème. Je suis content. Et maintenant, je vais faire quelques démos pour vous montrer. Ça, c'est autre chose aussi. Voilà, je vais faire quelques démos pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ce n'est pas très important de voir ça. C'est juste pour moi. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer, je vais peut-être zoomer un petit peu, on va fixer déjà une route pour tout taper sur la V1. Évidemment, pourquoi ça ne fonctionne pas? Le match Focal Virtual Service. Super, génial. Effet démo. Eh bien, ça ne fonctionne pas. Voilà. Et je vais voir pourquoi ça ne fonctionne pas. Tac, 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 tac. Ça tombe. Alors, si la démo ne fonctionne pas, ça ne va pas aller. J'ai peut-être pas déclaré une route, hein, c'est peut-être pour ça aussi. Tac, 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 tac. La gateway, on s'en fout. Voilà, c'est ça qui me manque sûrement. Ah, mauvais cluster. Donc on embobine. Je vais vous montrer tout fixé sur la V1. Voilà, ça fonctionne. Et donc vous allez voir normalement que dans Kiali, là j'ai tout fixé sur la V1, donc au fur et à mesure, toutes les 15 secondes pendant que je parle, vous allez voir qu'au niveau de la reviews, ça va descendre au niveau de la V2 et de la V3, et au niveau de la V1, ça va augmenter jusqu'à 100%. Et donc, ce qu'on peut voir sur Kiali ici, c'est que Product Page, Detail, Reviews et Rating sont en violet, parce que je lui ai appliqué une route, donc il y a des visual services pour lui dire comment se comporter dans le routing. Vous allez voir que au fur et à mesure, effectivement, le V2 et la V3 vont disparaître pour redescendre à 0 et tout va être dirigé vers la V1, voire complètement disparaître. Donc là, on peut voir en temps réel ce qui se passe au niveau de mon application. Et je sais même un peu mettre de choses qui bougent. Voilà, vous voyez les petites bouboules qui se déplacent pour vous montrer que voilà, en temps réel, il y a du trafic qui est envoyé. Et normalement, ça va redescendre à 0. Et voilà. Et donc là, j'ai bien que tous mes pods en V1 qui ont été routés à 100% du temps et le reste n'est plus routé. Donc ça, c'est la première petite démo que j'ai. Et la deuxième démo, c'est que là, je vais router mes informations par rapport à un user sur lequel je pourrais me connecter. Je peux faire du routing par rapport à des headers qui sont présents dans mon application et lui dire si c'est le user JSON,
c'est ce que je vais vous montrer, tu vas me rediriger tout le temps vers la V2. C'est ce que je viens de faire. Je viens d'appliquer effectivement mon YAML qui me dit que si c'est JSON, on va en V2. Donc là, je ne suis pas connecté. Si je rafraîchis, j'ai ma V1. Donc ma V1 qui est normalement, si je suis connecté ou pas. Je suis connecté là. Je suis connecté. Donc ma V1 où je n'ai pas d'étoile. Et donc là, je vais me connecter avec JSON. Et JSON ne voit que la V2. Parce que je lui ai dit de montrer que la V2. Et dans Kiali, comment ça se comporte? On voit que le review ici, j'ai 4,4% du temps où mon trafic est redirigé. Ça, c'est dû à mon user JSON. Voilà. Donc ça, c'est la première petite démo que je voulais vous montrer avec Istio. Voilà. La deuxième petite démo, donc ça, c'est le request routing qu'on peut faire avec Istio et la répercussion qu'on va avec Kiali. La deuxième petite démo, c'est par exemple, je vais simuler un comportement de mon microservice qui ne répond plus ou qui répond avec des temps de latence de 7 secondes. Donc, ce que je vais faire, c'est que hop, je vais réappliquer mes routes. C'est mieux comme ça. Je vais lui rajouter 7 secondes de délai. Voilà. Et normalement, quand je reviens sur mon application, si je me délogue et si je rafraîchis, évidemment, ça ne fonctionne pas. C'est cool. Peut-être un peu de temps de propagation. Pardon? Question? Non. Ah, c'est bizarre ça. Pardon? Sûrement, c'est ce que je suis en train de me poser comme question. Je suis en train de regarder. Je l'ai effacé normalement. Si je l'ai effacé normalement, dans Kiali, tout revient à 133%. Parce qu'en fait, j'efface le YAML que j'ai appliqué en V1. Donc normalement, comme la configuration par défaut, c'est tu routes tout à 33%, ça devrait revenir au nominal. Ou pas. Non, ça devrait revenir parce que évidemment, il tape le V2 et le V3, donc il y a moyen que ça revienne. Et si je rafraîchis, voilà, j'ai mes étoiles qui reviennent. Donc là, je suis dans le nominal. Dans le nominal à 33% partout, et ça va revenir au fur et à mesure. Donc, si j'injecte du délai, donc là, je lui dis juste, quand tu me tapes la V2 ou la V1, je ne sais plus, il y a du délai. C'est chelou. C'est chelou, ça ne fonctionne pas. Ah, c'est dommage. Est-ce que c'est pas... Ah bah oui, je suis bête. Je ne suis pas logué. Donc, on va simuler pour JSON un délai de 7 secondes. Et normalement, là, vous le voyez, il y a Error Fetching Product Review parce que j'ai mon délai qui est de 7 secondes. Et vous voyez, quand je rafraîchis la page, ma page elle met du temps à s'afficher. Quand ça se traduit dans Kiali, en fait, ça va se traduire par des erreurs qui sont un peu plus longues. Et si je rafraîchis un petit peu dans la masse de choses qui vient d'arriver, normalement, vous allez voir des couleurs qui vont changer. Voilà. Donc là, ici, effectivement, on a vu qu'on a des comportements qui sont des fois des paquets qui passent en rouge parce que le trafic n'arrive pas à répondre, donc on a 7 secondes de latence. Et du coup, Kiali va vous le notifier. Et là, on commence à voir dans les microservices quel microservice peut prendre du temps et comment on peut faire pour le vérifier très rapidement. Donc là, ce que je vais faire avec Istio, c'est que je vais lui dire, quand tu ne me réponds pas en 500 millisecondes, tu vas me faire une erreur 500. Tu vas quand même afficher quelque chose, même en mode dégradé. C'est ce que fait Amazon quand leur microservice ne fonctionne pas, par exemple. Donc, je vais lui dire, si en 500 millisecondes, tu n'as pas répondu, tu me fais une erreur 500 et tu m'affiches quand même quelque chose. Donc là où tout à l'heure, on avait service indispensable, je n'ai pas de réponse de mon microservice,
Là, j'ai un message tout bête qui me dit que mon service est unavailable. Voilà. Donc, j'ai quand même quelque chose affiché, j'ai quand même des temps de réponse qui sont corrects et des choses qui sont affichées en disant voilà, le rating est en carafe. Et normalement, dans Kiali, voilà, j'ai des erreurs 500 qui sont au pouillem. J'ai des pouillem d'erreur 500, parce que derrière, j'ai le curl qui ping. Mais j'ai quand même quelque chose qui s'affiche dans Kiali. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a une erreur 500. J'ai une requête par seconde en erreur 500. Alors, donc là, on peut le voir dans Kiali, effectivement, qu'il y a eu quelques problèmes et on peut intervenir dessus. Ça, c'était ma deuxième. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Ça, c'était ma deuxième démo. Et la dernière démo, tac. La dernière démo que j'ai avec Kiali, c'est comment on peut faire du blue-green ou du canary release. Et donc ça, c'est assez simple. En fait, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais lui dire, tu me rediriges 50% du trafic vers la V3 et 50% du trafic vers la V1. Et normalement, dans Kiali, donc si je le rafraîchis, il y a la V3, il y a la V1, il y a la V3, la V1, la V1, la V3, la V1, etc. etc. Et normalement, dans Kiali, effectivement, on va avoir le reviews aussi qui vont être redirigés à 50-50 entre la V1 et la V3. Donc là, on va voir le comportement par défaut global. Et ça, c'était ma troisième petite démo. Et en fait, ça, c'est bien pour faire du canary ou du blue-green, puisqu'on va voir que on peut voir le comportement que bah, voilà, sur ma V3, j'ai en entrée et en sortie 100% de réussite, donc tout va bien. Donc je vais me dire, bah, voilà, la V1 ne me sert plus à rien, tout va bien, j'ai 0 erreur 500, 0 erreur 400, 0 erreur 300. Donc je peux rerouter tout en 100%, et c'est ce qu'on va faire avec mon service. Et donc là, je reroute tout complètement sur ma V3. Normalement, sur mon application, ici, j'ai que des étoiles rouges qui se passent. Et dans Kiali, je vais voir que tout va être rerouté à 100% ici au fur et à mesure. Voilà. Ça, c'était les petites démos. Je vais laisser tourner pour vous montrer un peu, ça prend un petit peu de temps. Et dernière démo que j'ai, c'est le distributed tracing. Alors, tout à l'heure, pareil, il y avait une question, c'est est-ce qu'on est capable d'introspecter un peu à l'intérieur de la fonction avec AWS, avec etc. et compagnie. Ce que j'ai compris, c'est qu'il faut l'implémenter avec des handlers en Python, en Node.js, ce que vous voulez. C'est la même chose avec Istio. On est incapable de tracer l'intérieur de la fonction si on n'a pas de décorateur, on n'a pas de méthode qui prenne des headers et qui les propage. L'observabilité, ce n'est pas magique non plus. Et si on n'est pas capable d'aller voir le temps de traitement d'une fonction, en propageant les headers, on sera incapable de savoir combien de temps la fonction a pris. Et donc, en fait, le truc bien, c'est que l'application ici a déjà les headers qui sont propagés. Et si je reviens sur Kiali, ici, donc vous voyez qu'il y a 100% de mon trafic déjà qui est présent. Si je reviens sur Kiali, ici, j'ai une petite chose qui s'appelle Distributed Tracing, qui est en fait une exposition de mon service Jaeger. Et si je regarde sur la product page, ici, effet démo aussi, ah si, voilà. Je peux voir toutes les traces, tout le temps toutes les durées de traitement de toutes mes traces. Donc là, sur la product page, je sais qu'il me répond en 18 millisecondes. Et si je clique dessus, je peux voir en descendant tous les temps de réponse de chacun des microservices. Et donc, du coup, on peut descendre en détail et on peut voir quel microservice prend le plus de temps. Si par exemple, on pouvait faire appel à une base de données, on pouvait voir aussi le temps de réponse d'une base de données, parce que la base de données prend 30, 40, 50 secondes. Et ça, je trouve ça assez fun comme observabilité. On peut voir que voilà, au global, là, ça prend 25 millisecondes, qu'on a des temps de réponse un peu homogènes, entre 15 et 20 millisecondes, avec des percentiles, etc. etc. J'ai mis une demi-heure, nickel. Est-ce que vous avez des questions? Oui. À 7 secondes. Alors, pourquoi on ne va pas les temps de réponse à 7 secondes? Parce que je ne vais pas aller voir les reviews.
Là, on devrait voir des temps de réponse un peu plus élevés. Dans les reviews, dans le rating, je pense. Dans le rating. Non, on ne les voit pas. Ils sont cachés. Il y avait une question tout à l'heure avec OpenFace aussi. J'ai donné un autre talk à Devox avec l'intégration d'Istio et OpenFace. OpenFace s'intègre avec Istio et la question c'était est-ce qu'on peut faire du tracing avec OpenFace? On peut faire du tracing avec OpenFace avec Istio aussi, minus le temps de propagation avec tous les docs que je vous ai montré tout à l'heure. Mais on est capable d'avoir le temps de réponse de chacune des fonctions, l'enchaînement de toutes les fonctions et voilà combien de temps ça prend et avec Istio comment sont les appels et tous les enchaînements de toutes les fonctions. Voilà. D'autres questions? Même si ce n'est pas une question. Oui. Alors, je vais te répondre. C'est toi aussi qui te posais la question sur OpenFace et Kubernetes, etc. Je suis à moitié d'accord avec la réponse qui a été donnée sur OpenFace et l'intérêt de Kubernetes versus le serverless. Je suis complètement d'accord avec toi sur le manager, sur le coût de Kubernetes, de overhead, de maintenance, de machin, de trucs, etc. Avec le serverless, ça nous enlève une grosse épine du pied. Ça, je suis complètement d'accord. Là où je suis un peu moins d'accord, c'est que maintenant, le cloud provider donne des kube managers qui, eux, font le taf. Si, au niveau worker aussi. Ils te font du one-click. Ouais, mais va chez Google, par exemple, c'est bien aussi. Non, mais voilà. Mais je suis d'accord avec toi que c'est un peu en overhead et que l'intérêt d'OpenFace sur un cluster cube, partagé aussi. Étant dans des grands groupes, alors, la réalité des grands groupes aujourd'hui, malheureusement, c'est qu'il y en a peu qui sont sur le cloud, dans le sens où les workloads sont principalement on-prem. Et on-prem, il y a quand même des développeurs à satisfaire, et donc OpenFace peut être une réponse. Pour répondre à la question qui était le coût de CPU, RAM et compagnie, avec ça, effectivement, c'est sortir un bazooka pour écraser une mouche. Je viens de retweeter un truc il y a 5 minutes de Abby Feller, qui est le développeur advocate de AWS, qui montrait un énorme truck avec un tout petit camion en plastique et qui disait voilà ce que ça fait quand tu déploies un WordPress sur un Kubernetes. Donc effectivement, le surcoût est phénoménal. Après, l'overhead de Istio, pareil, Istio, je ne suis pas très fan. Enfin, plus j'utilise Kube, moins je l'aime. Il y a eu un tweet aussi qui comparait les temps de réponse au 99 percentile d'Istio, qui était de 4 minutes. Je le répète, 4 minutes, pas 4 secondes, 4 minutes de temps de réponse au 99 percentile de mettre en place un Istio quand tu as des microservices. Donc c'est un overhead énorme. Là où les cloud providers, AWS et autres, restent quand même dans des temps de réponse qui sont de la centaine de millisecondes. Même avec API Gateway et compagnie. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ouais, c'est bon. J'ai pas testé Linkerd. Pardon? Ouais, la V2, non, j'ai pas testé Linkerd parce que déjà Istio, c'est une tollée. Ça t'installe 53 CRD pour ceux qui savent ce que c'est des CRD dans Kubernetes, voilà, juste pour faire ça. Donc en plus Kali, juste pour faire ça. Linkerd, je n'ai pas testé, mais les proxys aujourd'hui, Linkerd doit être 15 ou 20% plus performant, mais pas plus. Hein? Je n'ai pas testé, donc je ne peux pas dire. Moi, j'ai juste vu passer des tweets, donc c'est juste ma référence. Voilà. D'autres questions? Vous avez faim? Vous avez soif? Vous avez chaud? Oui, il y a une question derrière. Oui. Alors là, c'est un microservice, donc il n'y aura pas de call start. Donc il n'y aura pas de pod qui s'éteint. Sur OpenFace, il y aura aussi le scale to zero, donc il y aura des call start. Sur AWS Azure, il y a des call start. C'est trop compliqué pour que je te réponde.
une des bonnes pratiques avant, c'était d'avoir des CloudWatch qui pingent toutes les 5 minutes pour éviter le call start. Je vois quelqu'un qui crie derrière parce que c'est horrible. Yann Cui, qui est serverless hero AWS, a trifouillé dans tous les sens. Il faut savoir, le seul truc que je peux te dire, je ne peux pas te répondre à ta question, mais le seul truc que je peux te dire, c'est que si tu démarres en call start 15 requêtes qui appellent une lambda, tu auras 15 lambda qui vont démarrer en call start. Si tu as une requête qui fait 1000 appels en une seconde, tu auras 1000 lambda qui feront une call start. Ce n'est pas un lambda qui démarre, une call start et 999 autres qui sont en chaude, mais c'est 1000 lambda qui se démarrent en 1000 call start. Je ne sais pas comment fait AWS son scheduler avec son Firecracker, là, je n'en sais rien. Mais j'ai envie de te dire, c'est une réponse un peu biaisée, un peu détournée, mais j'ai envie de te dire, si tu as des call start et des problèmes de call start, c'est que soit tu n'as pas pris la bonne architecture serverless, parce que tu n'en as pas besoin, soit que ton site n'est pas assez requêté pour qu'il y ait des phénomènes de call start. Il y a peut-être d'autres moyens, microservices, autre chose, j'en sais rien, qui répondront donc plus à ton besoin qu'avoir des lambda qui call start tout le temps. Voilà, je passe à répondre à ta question ou pas? Ouais, pas de souci. Je sens que vous avez tous soif, il fait tout chaud. Je suis là, vous pouvez discuter avec les intervenants aussi de Datadog et de Ypon, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup en tout cas et bon appétit, bonne soirée.